Donc, deuxième partie de cette trajectoire de Gaulle, à partir de 58 jusqu'à sa mort en 70, et il y en aura des choses à dire. Alors, je ne voudrais pas dépasser 1h30, et pour vous et pour moi, je vais essayer de comprimer. Vous avez parlé, en terminant il y a un mois, de sa traversée du désert. C'est vrai, à partir de 53 en particulier, il n'y avait plus personne dans son quartier général. C'était rue de Solferino, il y venait tous les mercredis, et c'était le vide. Voilà que l'année 58 va commencer, et il est entré dans sa 68e année. Et il avait bien parlé de ce lueur de l'espérance qui naissait jamais là de gaieté, et il ne la voyait pas, cette lueur. Il y a un groupe d'amis, il y a des gens qui sont toujours ses fidèles, en particulier il y a Olivier Guichard, il y a Focard, il y a Chaban-Delmas, il y a Bénouville, et il y a Mauriac. Et ces gens n'avaient pas encore perdu l'espoir que De Gaulle pourrait reparaître. Et ils avaient pratiqué, ça se faisait déjà, un sondage avec l'IFOP, qui est toujours aujourd'hui en activité. Et il faut savoir qu'en janvier 58, les Français interrogés comme ça pour savoir ce qu'ils pensaient de Gaulle n'étaient que 13%, vous entendez, 13% en janvier 58 à souhaiter que De Gaulle reprenne le pouvoir. Mais enfin, tout espoir n'est pas perdu à cause de ce qui se passe en Algérie depuis 4 ans. C'est en 54, vous le savez, qu'il y a eu l'explosion. Pourquoi cette explosion en 54? C'est vraisemblablement un contre-coup du Dien Phu. La France venait de perdre la face au Vietnam et depuis longtemps se préparaient des rumeurs, des insurrections sourdes, des agitations, des hostilités, l'hostilité morale en Algérie, et ces gens décident de passer à l'action parce qu'ils ont peut-être une chance. Regardons la responsabilité de De Gaulle dans l'affaire. Il y en a une. C'est le 8 mai 1945 que s'était produit à côté de Constantine. Ah, ça ne marche pas bien. Il vaut mieux les deux. Il faut-il que je recommence tout? Non, on entendait. Bon. Alors oui, c'était le 8 mai 1945 que s'était produit le premier événement grave. C'était dans la banlieue de Constantine, enfin à Chéty plus exactement. Il y avait eu une manifestation violente qui avait été au fond organisée par des soldats, par des officiers algériens qui avaient combattu sur le front français. La guerre venait de se terminer. Et ça avait été très bien reçu par leurs camarades. Il n'y avait pas de question de peau, vous savez. Entre un officier, un capitaine par exemple, algérien, un capitaine français, c'est pareil. Mais quand ils reviennent au pays, ils s'aperçoivent que rien n'a changé pour leur famille. Qu'il y a toujours cette distinction raciale terrible. Alors ils font une grande manifestation à Sétif, c'était donc le 8 mai 1945, et c'est pour la première fois que le drapeau actuel de l'Algérie a été brandi dans les rues. Il y a eu un coup de feu, il y a eu un mort, il y a toujours des incertitudes sur la responsabilité, enfin il y a eu un tué. Et dans la nuit du 8 au 9, massacre. Des gens qui étaient au service d'Européens depuis des années et qui donnaient l'impression d'être très fidèles se transforment en assassins. Il y en a eu 102 ou 103. Assassinats très horribles. Hein. Non seulement les hommes étranglés, mais les femmes violées, éventrées. Alors la réaction était immédiate, bien sûr. On a fait venir de la compagnie de Légion étrangère, on a fait venir même des Sénégalais qui ont, comme on dit, rétabli l'ordre. Officiellement, je dis, officiellement, il y a eu 800 tués pour 102 Européens. Mais officieusement, il y en a eu infiniment plus, étant donné que les colons eux-mêmes se sont organisés, on leur a fourni des armes, où ils avaient chacun déjà un fusil de chasse, et des représailles privées, individuelles, faites par des Français, par des colons français, contre des douars, contre des villages, ont abouti à d'épouvantables massacres. Le FLN, c'est-à-dire quoi, les révoltés, Félaga, diront plus tard, ils nous ont tué 50 000 personnes. C'est faux, c'est tout à fait délirant. Mais je crois qu'on peut dire, sans exagération, une vingtaine de mille. Là, vous voyez, pour un peu moins de 110 Européens, 800 tués par l'armée au moins, et 20 000 tués par les civils. Alors c'est pas très étonnant, De Gaulle n'est pas intervenu, il avait tout pouvoir, je vous l'ai raconté la dernière fois, vous savez, c'était un monarque absolu à ce moment-là, en 45, avril 45, puisque ce n'est qu'en novembre 45 qu'il y aura un contrôle avec l'appel au suffrage universel et l'Assemblée nationale. Il n'y a rien en avril 45, il a tout pouvoir. Ben, il fera rien. Et cependant, il a certainement eu sous les yeux des documents, enfin des rapports, peut-être bien qu'on a atténués, qu'on ne lui a pas tout dit. Mais enfin, on aurait pu espérer qu'avec les idées qui étaient les siennes, et qu'il appliquait à la société française,
Il aurait pu essayer de faire quelque chose du côté de l'Algérie. Rien. Alors voilà que depuis 54, nous sommes maintenant 58, depuis 54 on se bat, et pour de bon. Mollet, qui était socialiste, et qui avait pris le pouvoir en janvier 56, à la suite d'élections, comme on dit, plutôt à gauche, Mollet va se transfigurer. Il est allé en Algérie avec l'idée qu'il allait essayer de faire des négociations, enfin de s'arranger, et il était convaincu qu'il allait trouver à Alger des électeurs tout près pour lui. Enfin, vous savez, c'était un socialiste, et ce sont les classes moyennes qu'il soutenait, enfin, les fonctionnaires, les petites gens. Stupeur pour lui. Ces électeurs, en fait, des gens qui, normalement, sur sol français, auraient voté pour lui, l'accueillent avec des hurlements, et des tomates, et de la pierre, qu'on lui jette. Pourquoi? Parce qu'il a donné l'impression de vouloir négocier avec le GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Et ça, c'est tout à fait inadmissible. Il faut bien comprendre le double état d'esprit. État d'esprit de l'armée, état d'esprit des pieds noirs. État d'esprit de l'armée. Quand je dis l'armée, bien entendu, ça veut dire la haute armée, ça veut dire les généraux, quoi, les gros, les états-majors. Ben, ces gens ont été profondément affectés de ce qui est arrivé à Dien Bien Phu. C'est une honte, c'est l'armée française. Et profondément humiliés de ce qui leur est arrivé 2 ans plus tard à Suez. Vous savez peut-être que la France, curieusement, avait décidé d'intervenir militairement lorsque Nasser avait nationalisé le canal de Suez. Opération militaire avec l'Angleterre, débarquement, ça réussit, enfin on se couvre de gloire comme on dit, et double ultimatum, ultimatum américain et ultimatum soviétique, adressé à la France et à l'Angleterre, stoppé. Alors ces officiers qui étaient bien contents de venger Dien Bien Phu ne peuvent pas le faire. Donc leur état d'esprit en Algérie, c'est à tout prix vaincre, pas question que nous lâchions le morceau. J'ajoute que ce sont des patriotes et qu'on leur a appris que l'Algérie faisait partie de la France, ce sont des départements français, et par conséquent ils sont absolument résolus à ne rien céder. Les d'esprit maintenant des colons, en fait, ceux qu'on appelle les pieds noirs. Mais il faut dire la vérité, mais vous la devinez déjà. Ces gens sont parfaitement déterminés à ne rien changer à leur statut. Quel statut? Statut de fils de conquérant, statut d'occupant. Ils tiennent le haut du pavé, à l'égard de, comme ils disent, le bougnoul. Par conséquent, il ne faut rien changer à une situation qui leur est extrêmement favorable. Là, vous voyez comme c'est difficile pour un homme de Guy Mollet qui trouve son électorat contre lui, qui était venu dans des dispositions d'apaisement, et qui en réalité va décider 2 choses. C'est lui qui va décider de l'envoi du contingent en Algérie. Le contingent, ça veut dire les soldats qui ont fait les jeunes gens qui vont faire le service militaire. Hein. Jamais on n'avait fait appel au contingent pour la guerre d'Indochine. Tout s'était passé avec la vieille armée, avec surtout la Légion étrangère. Hein. Mais voilà que maintenant, grâce à M. Guy Mollet, le garçon qui va partir pour faire son service militaire ne va pas aller s'embêter à la caserne, il va aller au casse-pipe. Et puis, deuxièmement, il va décider aussi que on procédera à l'apaisement dans Alger au moins. Ça sera la bataille d'Alger confiée à un colonel, bientôt général, qui s'appelait Massu, et qui, pour ramener l'ordre dans Alger, en janvier et février 57, s'inspirera de ce qui s'est passé sous les yeux du monde en Hongrie, à Budapest, après la tentative de révolte des Hongrois d'automne 56. Eh bien, les procédés qu'ont utilisé les soviets pour rétablir l'ordre à Budapest sont les procédés que M. Massu va utiliser pour rétablir l'ordre à Alger. Et il y réussit. D'où prestige énorme de Massu à Alger, hein, la ville. Mais dans la campagne, dans les campagnes, dans l'immense étendue du territoire algérien, aucune victoire n'est possible parce que les faits et la guerre sont partout. On peut dire, je crois sans exagérer, que toute la jeunesse algérienne est révoltée contre l'occupant français. Alors on n'arrive à rien, on piétine, et ça se traduit par des cascades de ministères, parce qu'on n'arrive pas à l'Assemblée nationale à dégager une majorité. De plus en plus difficile de trouver un successeur. Après que Mollet est tombé, il faut attendre 22 jours, vous entendez, 22 jours pour lui trouver un successeur. Et une fois que son successeur, qui s'appelle Bourgès Monouri, et qui n'a duré que 6 mois à peine, après que Monouri tombe, 35 jours, 35 jours pour trouver un successeur, on ne trouve rien. Enfin, on découvre ce radical qui s'appelle Félix Gaillard, et Félix Gaillard lui-même va bientôt tomber. Des éléments apparaissaient doucement quand même. François Mauriac, dans le Figaro du 22 février 58, va faire un article sur l'appel à De Gaulle. Cet appel à De Gaulle que l'opinion ne désire pas. Mais lui est convaincu que c'est le recours. Il dit, j'ai toujours eu, quant à moi, l'idée que la France n'était pas perdue,
tant qu'on avait le général vivant, il est là, il faut faire appel à lui. Ça, 22 février. Le 2 mars 58, c'est Le Monde, qui d'habitude est prudent et ne prend pas parti, qui laisse publier, qui fait paraître un article de Maurice Duverger, toujours vivant aujourd'hui, et cet article s'appelait « Quand ?» Quand, simplement, quand, point d'interrogation. Où Duverger disait « C'est fatal qu'on en arrive à appeler De Gaulle parce que Coty ne trouve personne. » Et alors là, pardonnez-moi, je vais parler de moi-même, et vous allez voir pourquoi. J'ai reçu le 17 mars 58 une lettre de Gaulle. Je lui envoyais, je faisais à ce moment-là une longue étude sur la politique intérieure de la France en 1870-71, que c'était très curieux, on n'a jamais étudié ça, vous savez, il y avait déjà à ce moment-là une résistance et une collaboration en 70-71. Alors j'envoyais chaque fois mon livre à De Gaulle et il me répondait toujours par des longues lettres, pas seulement par l'accusé de réception, mais il discutait le cours, enfin, ça m'est très précieux. Les 3 premières lettres, c'était « Cher monsieur », la dernière lettre, c'était « Mon cher Guillemin », ça me touchait beaucoup. Et ce 17 mars 58, il avait ajouté ceci, à propos d'un de mes livres, après avoir parlé de mon bouquin. « Depuis tantôt 20 ans, j'ai fait et dit pas mal de choses. Actuellement, je tiens le silence pour l'attitude la plus utile et la plus éloquente en ce qui me concerne, un point, mais je n'en ai pas fait le vœu éternel. » Il dit ça le 17 mars 58. C'est vous dire que l'espoir semble être rentré dans son cœur. Quel espoir? Je crois, comme l'a écrit Jean Lacouture dans un petit livre de 1965 sur De Gaulle, qu'il a remplacé maintenant par son énorme bouquin presque décisif, c'est lui, Lacouture, qui a trouvé la formule que je vais vous dire. De Gaulle et ses amis parisiens considéraient que la bouilloire d'Alger pouvait se transformer en machine de Papin dont la vapeur violente serait capable de catapulter De Gaulle au levier de commande. Je crois que c'est en effet l'idée qui entre dans la pensée de De Gaulle, d'autant plus que, après la chute de Félix Gaillard, il s'était produit ceci, qu'à Alger, une manifestation très violente s'était produite dans les rues, 26 avril, Gaillard venait de tomber, et cette manifestation prenait une couleur politique assez accentuée, semi-fasciste, avec un cabaretier qui s'appelait L'Ortiz et qui s'était fait remarquer dans sa violence contre Mollet le 6 février, oui, c'était le 6 février 56, enfin une manifestation anti-républicaine tout à fait évidente qui s'était développée ce 26 avril. Mais Coty, ne trouvant personne, avait fait sonder, tâter De Gaulle. Il lui avait envoyé son, comment on appelle ça, chef de la maison militaire, oui, le général Gamelal, qui est allé voir De Gaulle à Colombey, qui lui avait dit, le président Coty songe à vous, qu'est-ce que vous en penseriez? Tout ça à voix basse. Et avec hauteur, le général avait dit, mais si le président Coty veut me contacter, eh bien, qu'il m'écrive et je lui répondrai. Tout de même, ça l'avait énormément intéressé de penser que Coty songeait à lui. Mais comme il n'avait pas bougé, qu'il n'avait donné aucune réponse, Coty n'ose pas faire appel à quelqu'un qui est tombé dans l'estime d'un certain nombre d'électeurs français. Et il va enfin trouver quelqu'un qui était jusqu'alors inconnu, qui s'appelait Flimelin, presque imprononçable, vous savez, qui était toujours, je crois, le maire de Strasbourg, qui dirigeait un petit journal local qui s'appelait Nouvelles d'Alsace, ou Dernières Nouvelles d'Alsace. Il accepte, c'est un MRP, la nuance de Bidault. Mais dans son journal, et Dernières Nouvelles d'Alsace, ce Flimelin a prononcé le mot interdit. Il va falloir en venir à des négociations. Et c'est le 9 mai au matin que la presse révèle que M. Flimelin a accepté le principe d'une tentative pour avoir l'investiture. Attention, le 9, cette nouvelle tombe sur... Alors le même 9 mai, Salan, qui dirige l'armée en Algérie, va intervenir. Ce 9 mai, parce que M. Flimelin risque d'avoir l'investiture et de devenir président du Conseil, Salan va envoyer un télégramme officiellement à Elie, qui est chef d'état-major de l'armée, mais pratiquement pour qu'Elie le transmette au président de la République, pour que ça se fasse sous les yeux de Coty. Et c'est un télégramme menaçant. Donc voici l'essentiel. L'armée est troublée. La population française d'Algérie se sent abandonnée. L'armée française unanime ressentirait comme un outrage l'abandon du patrimoine national. Il faut que j'insiste sur la gravité de ce geste. L'armée, en France du moins, c'est la grande muette, l'armée n'a pas à intervenir. L'armée obéit au pouvoir civil. Sédente, armatée, comment dire.
Ça me rappelle, tiens, ça me revient brusquement maintenant, parce que j'ai étudié Robespierre, un télégramme, enfin une dépêche que Robespierre avait signé avec Saint-Just en décembre 1993. Et la voici, elle est toute petite, j'ai assez par cœur. L'insubordination des généraux est la pire dans une république, dans un État libre. C'est le pouvoir militaire qui doit être le plus astreint. Et bien voilà, tout à coup, le pouvoir militaire apparaissait comme réclamant, comme faisant parler de lui, comme disant attention, il y a des choses que nous n'accepterons pas. Menace de sécession, de mutinerie dans l'armée, si le ministère français prenait une voie qu'elle n'acceptait pas. De Gaulle avait été très mal vu en Afrique du Nord. Quand il y avait eu, vous vous rappelez peut-être, la rivalité entre lui et le général Giraud, la population française d'Algérie était totalement du côté de Giraud. Le gaullisme n'a pas réussi en Afrique du Nord, et De Gaulle savait qu'il y avait de grandes oppositions de ce côté-là. C'est pourquoi le 11 mai, première date 9 mai, deuxième à 11 mai, quelque chose d'extrêmement important pour lui se produit. L'Écho d'Alger, dirigé par un monsieur de Sérigny, qui avait toujours manifesté son attachement à Pétain, déclare ce jour-là, ce 11 mai, sous la signature de Sérigny, directeur, s'adresse au général: parlez, mon général, parlez vite, parlez tout de suite, un mot de vous est un acte. Ralliement des notables algériens à De Gaulle. C'est de plus en plus important. C'est le 13 mai que M. Filmin doit se présenter devant l'Assemblée nationale. C'est donc le 13 mai qu'il y aura investiture ou pas. Alors le 13 mai, vous le savez bien, agitation, énorme agitation, insurrection. Oui, mouvement insurrectionnel, et je dirais mouvement insurrectionnel séparatiste qui se passe en Algérie. Ces gens disent, sont descendus dans la rue, ils ont envahi le GG, comme disait le gouvernement général, ça s'appelait le GG. Ils y ont mis, pardonnez-moi, c'est celui qui parle, ils y ont mis le bordel. Ils sont entrés là en masse, ils ont arraché des meubles, ils ont jeté par la fenêtre des documents, enfin, pour montrer qu'ils n'obéissaient plus à rien et qu'ils veulent prendre le pouvoir. Ils veulent un comité de salut public. Salan est un homme très malin, très habile, très prudent, et qui ne veut pas se mettre en mal avec l'autorité supérieure, l'autorité française. Bon, il a envoyé un télégramme parce qu'il a pensé que c'était utile pour son prestige même, mais il ne veut surtout pas se brouiller avec l'État. Il reste en communication téléphonique presque quotidienne avec l'homme chargé encore des affaires courantes, c'est-à-dire Félix Gaillard. Et dès que l'investiture, c'est à 2h30 du matin, l'investiture dans la nuit du 13 au 14 est faite pour Filmin, il prend son téléphone, Salan, et il téléphone à Filmin pour lui dire « Voilà, monsieur le président, qu'est-ce que je dois faire? Nous sommes en veille. » Gaillard lui avait donné les pleins pouvoirs, qui sont confirmés par Filmin. Donc c'est l'État français qui charge Salan des pleins pouvoirs civils et militaires en Algérie. Ça lui va très bien parce qu'il va pouvoir faire croire à ces agités qui ont créé un comité de salut public, il va faire croire qu'il en prend l'initiative alors qu'en réalité il est couvert. Il va lancer un manifeste le lendemain matin en disant « Je prends provisoirement entre les mains la destinée de l'Algérie, il n'a rien à prendre, on lui a donné. » Mais il ne s'agit pas que le public le sache. Dans sa pensée, ce comité de salut public, qu'il a fait présider par Massu est très content d'être président, ne fera qu'une courroie de transmission, c'est tout. Les ordres viendront de Salan. Ça se passe le 13. Mais c'est pas satisfaisant encore pour De Gaulle, qui guette, qui observe, mais rien, il n'y a pas encore de gestes qui lui permettent d'intervenir. Sauf le 11 mai, l'acte que vous savez du directeur de l'Écho d'Alger. Chaban a envoyé une antenne, comme il dit, Chaban Delmas a envoyé une antenne à Alger, un nommé Delbecq, qui était un patron du Nord et qui provisoirement a accepté de ne plus gagner d'argent pour se mettre au service du gaullisme. Et Olivier Guichard est en rapport téléphonique aussi en permanence avec ce monsieur Delbecq. Le 15 mai, à midi, Salan va prononcer un nouveau discours. Tous les jours, il entretenait la foule. Et ce 15 mai, poussé par Delbecq et poussé, je crois aussi par Sérigny, il va sauter le pas. C'est-à-dire qu'il va crier « Vive De Gaulle !» C'est ennuyeux pour lui, c'est risqué, parce que le pouvoir, c'est tout de même M. Filmin. Il sait qu'il s'expose à un téléphone, le Filmin, qui va l'appeler au téléphone rapidement, qui dit « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Enfin, vous dites Vive De Gaulle et c'est moi qui suis votre chef. » Mais Filmin est un brave type, il ne prend pas les choses tragiques et qui se borne à une petite semonce en lui disant « Avant de pousser ce cri, peut-être vous auriez pu me consulter. » C'est pas grave, quoi. Ça se passe le 15 à midi et demi. Attention. Maintenant, en 15 jours, De Gaulle, qui n'est pas souhaité par l'opinion publique, va prendre le pouvoir.
Alors c'est là où il faut que tous ensemble nous le regardions de tout près, de très près, comment il s'est comporté, avec une extraordinaire habileté politicienne. Donc c'est vers midi et demi le 15 que M. Salan a dit vive de Gaulle, et dans l'après-midi, le général va lancer un communiqué à la presse. Communiqué de Gaulle, où il dit « Nous sommes en présence d'une liquéfaction de l'État ». C'est pas vrai du tout, vous savez, c'était rien produit, mais rien. L'État était ce qu'il était, personne n'avait démissionné de chez M. Pimelin, aucun ministre ne s'était retiré. Liquéfaction de l'État. Dislocation nationale, ça c'est plus vrai, puisqu'il y a une tentative, pour ainsi dire, séparatiste à Alger. Naguère, le pays, dans ses profondeurs, m'a fait confiance. Aujourd'hui, devant les épreuves qui montent de nouveau, je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. C'est une candidature extrêmement audacieuse parce qu'il n'y a aucun mouvement national, il faut bien insister là-dessus. Nulle part il y a eu de tumulte, manifestations, de cris, de cortèges, dans aucune ville de France, et pas plus à Paris qu'ailleurs, pour demander De Gaulle au pouvoir. Mais c'est De Gaulle personnellement qui dit aux Français, là je suis tout prêt à assumer les pouvoirs de la République. Il voudrait voir ce qu'il va, et il examine lorsqu'il va se passer, quel va être le contre-coup du côté de l'État. Rien, aucun contre-coup. De nouveau, aucun ministre ne s'en va, et puis l'un continue à régner. Alors De Gaulle a l'idée qu'il faut aller vite. C'est pourquoi il annonce une conférence de presse pour le 19 mai. Cette conférence de presse, il va l'orienter très habilement, parce qu'il sait très bien quelle est l'image de lui qu'il a laissée à l'opinion publique depuis son RPF. Vous vous rappelez, je vous ai raconté l'autre jour ce que c'est avec le RPF, Rassemblement du peuple français, qui pratiquement avait groupé derrière lui toute la droite. Alors De Gaulle se dit, pour que je sois accepté au Parlement, il faut que je désarme la gauche. Alors toute la conférence de presse de Gaulle est faite en ce sens-là. Il va insister sur le fait qu'il a bien dit assumer les pouvoirs de la République. Il est vraisemblable qu'il avait demandé, on avait demandé de sa part à des journalistes de poser la question, est-ce que la République est menacée? Et De Gaulle avait dit, la République est menacée, mais c'est moi qui ai rétabli la République. Mais si vous vouliez bien vous rappeler, 1944, il y avait M. Pétain, et c'était une sorte de fascisme français, qui a sauvé la République, c'est moi. Puis il ajoute, parce qu'il est malin, parce qu'il est habile, ce n'est pas à 67 ans que je vais commencer une carrière de dictateur. Et comme un journaliste lui demande, mais mon général aurait peut-être dit, on pourrait espérer de vous que vous calmiez les agités d'Alger, que vous envoyiez quelque ordre aux officiers, aux généraux d'Alger de se tenir tranquille. Le général écarte les bras et dit, mais à quel titre? Je ne suis rien du tout. Je n'ai pas le pouvoir de faire quoi que ce soit pour l'armée. Or, De Gaulle sait ce qui s'est passé la veille, parce qu'on l'informe presque tous les jours. À son quartier général qui est maintenant rempli de ses amis, en particulier de Focard et de Guichard, qui sont tous les jours rue de Solferino. La veille, le dimanche 18, une décision très importante a été prise à Alger, décision de coup de force, de coup d'État. De Gaulle le résumera dans ses mémoires d'espoir en disant « Ce sera l'arrivée soudaine sur Paris d'une avant-garde aéroportée avec établissement d'une dictature militaire fondée sur un état de siège analogue à celui d'Alger. » Voilà ce qui a été décidé. À Alger, on se dit « Cette France est très molle, ça ne bouge pas ». Eh bien, on va imposer De Gaulle par la force. Avant-garde aéroportée, c'est-à-dire qu'il y aura des parachutistes qui viendront d'Algérie, mais il y en a d'autres qui sont tous disponibles en France parce que le monsieur qu'on a envoyé, qui est un commandant, qui s'appelle le commandant de Vitas, va prendre contact tout de suite avec le général Miquel, qui commande la région militaire de Toulouse, et qui est tout à fait anti-républicain, et qui est tout à fait content, serait tout à fait heureux de voir ses propres parachutistes rétablir l'ordre, comme on dit, à Paris. Le chef de la région militaire de Toulouse est tellement gagné, M. Vitas, va travailler jour par jour, et je vous assure très sérieusement, pour que ce coup de force s'organise. Attention, quelle est l'attitude réelle de Gaulle à l'égard de cette préparation de coup de force? Il n'en veut surtout pas. Il lui serait extrêmement désagréable d'être remis au pouvoir par un coup de force militaire. Pourquoi? Parce que ça ne correspondait pas à son désir. De Gaulle a toujours été un démocrate. Et il ne veut prendre le pouvoir qu'avec l'assentiment, sinon de la nation, du moins de ses représentants. Et surtout, s'il reprend le pouvoir à l'aide d'une intervention militaire, il y aura là des généraux, Massieu et d'autres, qui lui diront, mais qui t'a fait roi? Par conséquent, il n'aura pas l'indépendance qu'il veut avoir. Il aura des responsabilités, il aura des devoirs, une reconnaissance. Il ne veut pas en avoir. Son ami Jean, il le tutoie. C'est un des rares militaires qui tutoie parce qu'ils étaient ensemble à Saint-Cyr.
est venu le voir à Colombey, et le général lui a dit ce mot que je vais raconter plus tard. Tu me vois remis en selle par un massue. Massue, le général l'aimait bien, mais il disait, vous savez qu'il l'a dit à Villers-sous-Pontet qu'il a publié, c'est un brave type Massue, mais il n'a pas inventé l'eau chaude. Alors par conséquent, il n'est pas question d'être remis en selle par un mouvement militaire. Mais De Gaulle se rend parfaitement compte qu'il y a là un moyen de pression extraordinaire. On va faire peur à cette classe parlementaire. On va faire peur à la clientèle politique. On va faire peur au père Coty. Et ils finiront bien par m'appeler parce qu'ils auront peur. Donc le jeu de De Gaulle est d'utiliser la menace à l'extrême bord, aller jusqu'à la dernière ou l'avant-dernière seconde, mais surtout pas à la dernière seconde. Alors, bon, il y a le 24 ce que je vous dis, le 19 ce que je vous dis, mais ça ne produit toujours rien, sinon que Victas travaille bien, prépare les choses en détail, et De Gaulle estime qu'il faut faire un pas de plus. Est-ce lui, ou est-ce une initiative d'Alger, je n'en sais rien. Serait-il que on le saura peut-être plus tard. Le 24, un fait nouveau se produit qui est très important, c'est un coup de force sur la Corse. D'Alger viennent des parachutistes sur la Corse. Il y en a qui débarquent à Bastia, d'autres qui débarquent à Ajaccio. Ils prennent le pouvoir tout de suite. On établit des comités de salut public dans les deux villes. Et le grave de l'histoire, c'est que, bien entendu, le ministre de l'Intérieur, qui est un socialiste appelé Jules Moche, a envoyé des CRS qui sont partis d'urgence par avion. Les uns sont partis de Toulon, les autres sont partis de Marseille, et ils désobéissent. Au lieu de rétablir l'ordre, comme on leur a demandé de le faire, ils acceptent, ils acclament, ils applaudissent ces gouvernements de salut public, ces comités de salut public. Ça, c'est très grave. Quand De Gaulle parlait d'une liquéfaction de l'État, il était simplement un peu trop pressé. Et maintenant, ça se produit. Les leviers de commande, qui sont pratiquement, soi-disant, je veux dire, entre les mains de M. Pfimelin et de M. Jules Moch, leur échappent. Les leviers de commande ne répondent plus. Ça, c'est le 24. De Gaulle va utiliser très habilement ce qui vient de se produire à Ajaccio pour faire peur à Coty. Il a des contacts indirects, mais tout le temps, avec l'Élysée, grâce au général Ganneval, qui est l'homme qui est le général de Coty, et son propre général, chef de la propre maison militaire, qui s'appelle Bonneval. Bonneval voit Ganneval tout le temps, et il lui dit, le 25, il lui dit, vous savez ce qui s'est passé en Corse, je peux vous dire que c'est qu'un prélude, c'est une répétition générale. Ça va se passer sur Paris. De Gaulle insiste beaucoup là-dessus afin d'épouvanter la classe politique. Et ça réussit, parce que Guy Mollet, le socialiste Guy Mollet, dont j'ai oublié de vous dire que De Gaulle avait fait de grands éloges dans sa conférence de presse du 19 mai, inventant, peut-être que c'était, souvenir était brumeux, une rencontre affectueuse qui s'était produite entre lui et Mollet au lendemain de la Libération, alors que ça n'a jamais eu lieu. De Gaulle disait, ah mon cher Guy Mollet, vieil ami de la Libération. Guy Mollet était très flatté, mais ce n'était pas vrai. Alors Guy Mollet est maintenant gagné, et va voir De Gaulle, et lui dit, il faut, je crois, que vous devriez vous mettre en rapport directement, une conversation, avec Pfimelin, parce que la situation se tend et qu'il faut éviter à tout prix cette menace militaire. Ah, De Gaulle, je suis complètement de ravi. Alors on s'organise pour que secrètement, dans la nuit du 26 au 27 juin, suivez bien les dates, dans la nuit du 26 au 27 juin, un peu après minuit, le général arrive de Colombey à Saint-Cloud, au musée de Saint-Cloud, M. Bruno qui le dirige est un ami à lui, et avec l'accord bien entendu de Coty, Pfimelin va venir trouver De Gaulle comme ça vers minuit et demi à Saint-Cloud. Alors De Gaulle racontera dans ses mémoires d'espoir comment ça s'est passé, très courtoisement. J'ai dit au président du Conseil, mais vous voyez bien que vous n'avez plus les leviers de commande qui ne vous obéissent plus, alors tirez-en la conclusion, savoir qu'il faut vous retirer devant moi, parce que moi je me ferai écouter. Et puis il m'a dit non, je ne peux pas, à moins que, alors vous donniez ordre aux gens d'Alger de se tenir tranquille. Et De Gaulle fait à Pfimelin la même réponse qu'il avait fait le 18 dans sa réunion de presse, mais à quel titre? Je n'ai aucun titre pour donner des ordres à l'armée d'Algérie. Alors on se sépare très courtoisement vers 2h du matin, il est attendu qu'on se retrouvera, et surtout, attention à ce que je vous dis, et surtout il est attendu entre eux que si ça a filtré, si les journalistes qui savent toujours tout, savent qu'il y a eu un entretien secret entre De Gaulle et Pfimelin, l'un et l'autre, Pfimelin et De Gaulle, s'engagent, c'est-à-dire à la presse, c'est vrai, nous avons eu un entretien, mais ça va aboutir sur rien, et nous proposons de nous revoir dans quelques jours. Ils sont séparés vers 2h du matin le 27. Dans l'après-midi du 27, De Gaulle va faire un épouvantable coup de jarnac à ce pauvre Pfimelin, parce qu'il va lancer un second communiqué. Son premier communiqué, c'est, vous savez, le 15, prêt à prendre le pouvoir, et voilà que le 27, dans l'après-midi, il lance cette nouvelle aux journaux. J'ai entamé hier le processus régulier
nécessaires à l'établissement d'un gouvernement républicain. Dans ces conditions, puisque je vais prendre le pouvoir, dans ces conditions, je ne saurais approuver aucune action, d'où qu'elle vienne, qui mette en cause l'ordre public. J'attends des forces terrestres, navales et aériennes à Alger qu'elles demeurent exemplaires. Finouille, hein, De Gaulle n'a rien dit de ça du tout à Pimlin, et il fait croire à l'opinion publique que c'est arrangé avec lui et que maintenant le gouvernement républicain, normalement constitué, va s'organiser. Pimlin est agressé, attaqué. Dans les couloirs de la Chambre, vous n'avez pas dit la vérité. Vous avez trahi le suffrage universel, vous avez passé la main à De Gaulle. Il a beau jurer, on ne le croit pas. Et c'est pas vrai. Mais Coty insiste pour qu'il ne fasse pas publier de démenti. Parce que Coty lui dit, mais écoutez, nous avons l'essentiel. Vous avez vu ce que De Gaulle a dit? De Gaulle vient donner ordre de stopper alors que c'était imminent. Les parachutes allaient tomber sur le ciel, sur la tête du ciel. Ben c'est fait, il nous a sauvés. Je crois qu'il faudrait que vous démissionniez. C'est Coty qui se parle à Pimlin. Et Pimlin vient d'obtenir à la Chambre une majorité énorme, comme jamais personne n'avait encore, parce qu'il avait une bonne idée. Il voulait faire une modification constitutionnelle pour que dans la Constitution même interviennent des dispositions telles qu'il n'y aurait plus de cascade de ministères comme précédemment. Ça plaisait à la classe politique, que ça devait plaire à l'opinion publique. Enfin, on n'a jamais vu un président du Conseil, armé d'une majorité aussi forte que la sienne, démissionner. Le 28, il démissionne. Et ce même 28 s'était produit une manifestation le matin républicaine, à la suite de ce qui était produit, cet événement de Gaulle, où des communistes, quelques socialistes aussi, enfin des vieux républicains, avaient défilé dans la République, dans la rue de Paris, environ 200 000, en disant vive la République, et pas de Gaulle au musée. On ne disait rien de méchant contre De Gaulle, mais au musée, puisqu'il est vieux, quoi. Et puis le groupe socialiste du Parlement s'était réuni et, attention, à l'unanimité, avait décidé de s'opposer à un gouvernement de Gaulle. Bien que Mollet soit plutôt incliné dans cette direction, ça avait scandalisé les socialistes et ils disaient non. Alors De Gaulle sait bien que l'ordre qu'il vient de donner va dérouter les gens d'Alger. Il sait très bien que Vitas est en train de continuer son travail et qu'il l'a même fait minutieusement. Le 28, le 27, il a envoyé un télégramme. Et pour masquer son jeu, il va faire passer ce télégramme officiellement par le ministère de la Guerre, un télégramme à Salan, où il lui demande de déléguer quelqu'un auprès de lui pour s'entendre, pour que on voit ce qu'il veut, lui, et qu'est-ce qu'on veut à Alger. Le ministère fait passer le télégramme. De Gaulle sait, par une réponse de Salan, que le lendemain 28, il recevra un général qui s'appelle Dulac, qui va venir le voir. Alors le 28, vous allez voir le double jeu que mène De Gaulle. Il avait reçu le 26 une lettre d'Auriol, l'ancien président de la République et qui était socialiste comme Mollet. Et Auriol lui avait dit ce que tout le monde lui répétait, mais attention, vous savez, on ne peut pas vous faire confiance tant que vous n'aurez pas demandé le stop de l'armée d'Alger. De Gaulle répond seulement le 28 et il dit à Auriol, ben, j'ai fait ce que vous souhaitiez, j'ai demandé à cette armée de stopper. Mais je viens d'apprendre la décision de votre groupe, du groupe socialiste, qui à l'unanimité est contre moi, et je suis, dit-il, désolé de ce sectarisme incompréhensible de ceux qui, par leur ostracisme, m'auront empêché de tirer d'affaire une fois de plus la République. Je n'aurai donc plus qu'à me retirer jusqu'à ma mort dans mon chagrin. Voilà ce qu'il écrit le 28 à Auriol. Mais le même 28, il reçoit Dulac, qu'il a envoyé de Salan. Dulac lui explique comment les choses doivent se produire, il lui explique en détail, il y aura un groupe parachutiste qui prendra le ministère de l'Intérieur, un groupe qui entrera aux affaires étrangères, un groupe qui prendra deux groupes qui prendront les centraux téléphoniques de Paris, un le ministère de la Justice, tout est très bien. De Gaulle écoute et dit à Dulac, ben c'est très bien, non, je crois qu'il y a quelques insuffisances sur certains points, j'approuve totalement, allez-y, mais ne bougez pas avant que je vous donne le feu vert. Ça c'est le 28, le 28 dans l'après-midi. Donc d'un côté, il dit à Auriol, je vais me retirer dans mon chagrin, et de l'autre, il dit au parachutiste, allez-y. Mais Pimlin a démissionné. Et Coty, à cause de la panique dans laquelle il était entré, parce que De Gaulle lui a fait savoir que pour cette fois, pour de bon, la décision est intervenue, il le sait, la décision est intervenue de commencer les opérations le 30 à 2h30 du matin. À partir de 2h30 du matin, des avions vont lâcher les parachutistes sur Paris. Coty est tellement épouvanté qu'il va faire, lui, président de la République, un geste stupéfiant. Le matin du 29, Pimlin ayant démissionné,
le président de la République fait savoir aux deux chambres, c'est-à-dire à la Chambre des députés et au Sénat, que l'après-midi de ce 29, à 15 heures, un message de lui, président de la République, sera lu par le président de la Chambre et par le président du Sénat. Ce message sera lu en effet, et c'est Coty, président de la République, qui dit, dans la situation dangereuse, délicate où nous sommes, j'ai fait appel aux plus illustres des Français, et je vous demande de l'accorder les pleins pouvoirs, enfin de l'accepter à la tête de l'État. Si vous ne suivez pas mon initiative, je me retirerai moi-même. C'est Coty qui annonce aux deux chambres qu'il s'est tellement engagé derrière De Gaulle que lui, Coty, démissionnera si on n'accepte pas De Gaulle. Alors évidemment, les deux chambres vont dire en principe oui, c'est d'accord. Et c'est ça, le 29 après-midi, De Gaulle est reçu officiellement, comme il le désirait, sur les marches de l'Élysée. Ça y est, j'ai gagné, comme il le dit. Et immédiatement, le stop est envoyé à Alger. Jouot, dans les souvenirs qu'il publiera, dira « J'ai rattrapé mes avions en vol ». Parce qu'il y avait des avions qui devaient venir d'Algérie, ceux-là ne partent pas, mais il y avait d'autres avions qui devaient partir de Villers-la-Coublay, près de Paris, et aller chercher les parachutistes de la région de Toulouse. Ces avions-là étaient partis. Heureusement, ils étaient partis vers 11h du soir. Heureusement, puisqu'on sait maintenant que ça y est, que De Gaulle va prendre le pouvoir, inutile de faire l'opération, alors Jouot dit « J'ai rattrapé mes avions en vol et je les ai fait retourner à Villers-la-Coublay ». Coty a dit à De Gaulle « Écoutez-vous, soyez un peu gentil quand même à l'égard des parlementaires. Je vous conseille premièrement de voir les présidents, président de la Chambre, président du Sénat, et je vous conseillerais même de voir les leaders des partis. » De Gaulle a un peu froncé les sourcils, mais enfin, si vous y tenez, ce sera plus poli. Alors, dans la nuit, secrètement encore, à Saint-Cloud aussi, dans la nuit du 29 au 30, De Gaulle va recevoir le président de la Chambre, qui s'appelle Le Troquet, qui était un de ses amis d'autrefois d'Alger, et le président du Sénat, qui est un noir, comme vous savez, Monnerville. Monnerville est d'accord. Il se brouillera avec De Gaulle beaucoup plus tard. Mais le Troquet n'est pas d'accord. Existe anti-républicain, ça je ne marche pas. Alors De Gaulle a là une imprudence dans ses mémoires d'espoir, parce que les mémoires d'espoir, il insiste sur le fait que tout ce qui concernait le mouvement militaire lui était étranger. C'est vrai qu'il avait interdit à son gendre, Boissieu, qui est un général, interdit de s'en occuper. Mais lui était tellement au courant, puisque ça se passait quotidiennement, les téléphones aux visites entre Vitas et le quartier général de la rue de Solferino. Jamais personne n'allait à Colombey même, mais tout passait par la rue de Solferino. Alors le général savait exactement très bien tout ce qui se passait. Et bien alors ici, il se coupe dans ses mémoires parce qu'il dit l'attitude de Troquet m'a agacé. Je dis vous voulez pas de moi, et bien alors je n'aurai qu'à vous laisser vous débrouiller avec les parachutistes. C'est la seule fois qu'il laisse apparaître, et s'il n'aurait pas dû le faire parce que ça détruit sa thèse, il laisse savoir qu'il était capable en effet d'arrêter le mouvement des parachutistes. Il va recevoir à son hôtel, l'hôtel La Pérouse, où il descendait toujours, il va recevoir les leaders politiques. Ils sont tous là, sauf les communistes qui ne l'intéressent pas, ça, il n'a pas de rapport avec eux. Mais tous les partis sont représentés devant lui. Et il y en a qu'un qui est très désagréable, il s'appelle M. Mitterrand, et qui dit non, moi je ne veux pas, parce que c'est tout à fait irrégulier. Bon. De Gaulle lui dit, mais je fais appel à votre sens de l'État. Et Mitterrand aurait dit, mais c'est justement au nom de l'État que je ne peux pas accepter votre institut. Le dimanche 1er juin, ça y est, De Gaulle se présente. Il a dit à Coty, écoutez, je veux bien faire l'effort d'apparaître devant cette chambre. Il avait l'intention de faire lire un message. Il dit, c'est plus correct que ce soit moi-même, mais je ne veux pas assister à la discussion. Il y a des choses que je ne veux pas entendre. Alors il vient, il monte dans la tribune de la Chambre, il lit une courte déclaration, puis il se retire, laissant les députés faire ce qu'ils voudront, mais il ne veut pas entendre ça. Il aura l'investiture, mais il n'aura pas l'investiture sur laquelle il comptait. Il faut que vous ayez en mémoire ce chiffre. Il y aura 329 oui, bon, majorité, mais il y aura 224 non. Donc De Gaulle va avoir une investiture convenable, mais une investiture qui n'a rien de triomphal. Et je souligne, parce que c'est très important, qu'il n'y avait aucun mouvement populaire. Il y a une lettre de Gaulle à son beau-frère Vendroux, du 24, où il dit « L'ambiance générale n'est pas mauvaise, en France, n'est pas mauvaise, mais très molle. » Très molle, dit De Gaulle. Quant à Vitas, qui a été rappelé tout le temps, on lui rappelait tout le temps par les télégrammes qu'il recevait d'Alger, organiser des manifestations. Et Vitas dit, j'ai essayé de toutes parts, dans toutes les villes, il n'y a pas moyen. C'est une apathie politique. De Gaulle va profiter de cette ambiance molle ou de cette léthargie, de cette apathie, pour réaliser une opération purement politicienne. Tout va se jouer entre cette menace militaire et la classe politique. Si bien que M. Mendès France pourra prononcer, le jour où De Gaulle va
recueillir son investiture, un discours que j'ai croyé avoir noté et que je n'ai pas, mais que je peux vous dire. Je ne sais pas par cœur. C'est Mendès qui parle et qui dit « L'accord que vous allez donner n'est pas un accord libre. La volonté nationale, la volonté politique, enfin la majorité quoi, est contrainte par la menace d'une sédition militaire. Cette investiture est donc viciée à la base et je ne puis pour ma part y souscrire. » C'était vrai, historiquement vrai. De Gaulle a pris le pouvoir au moyen d'un chantage militaire. Pas d'exclamation, la population française est très calme, très tranquille. De Gaulle a fait savoir qu'il a organisé tout de suite du reste un gouvernement d'union nationale, très classique. Mais il a incorporé à son gouvernement d'union nationale la droite et la gauche, ça se fait toujours. Il y a eu Mollet qui représentait la gauche, pas tout à fait extrême, enfin la gauche. Puis il y a eu Pinet qui représentait la droite. Et puis il y avait Pinet, et il y avait Mollet. Parce que Mollet avait obtenu tout de même des socialistes qui se coupent en deux. 50% du groupe socialiste avait voté l'investiture et 50% avait voté contre. Alors c'est un gouvernement très normal, très habituel, c'est un gouvernement très républicain. Et De Gaulle va être président du Conseil jusqu'en janvier. Il fait un référendum pour proposer à l'opinion publique la transformation de la Constitution, comme vous savez, comme il l'avait toujours demandé, puisqu'il condamnait les constitutions françaises de 45 et 46. Oui, les deux constitutions de 46, il les avait menacées, il les avait dénoncées. Quand il lui avait promis de se retirer, le 9 janvier 59, De Gaulle est président de la République. Alors, évidemment, il a réglé le problème d'Algérie. Je vous avais dit que la guerre d'Algérie durait depuis 4 ans lorsqu'il est intervenu. Elle va durer encore 4 ans. De Gaulle va aller pas à pas. Et il nous dira dans les mémoires d'espoir qu'il savait dès le départ que la solution ne pouvait être que l'indépendance. Il a sous les yeux l'exemple de l'Angleterre, qui dès 47, l'Angleterre s'était retirée des Indes. Et pourtant les Indes c'était le fleuron de la couronne britannique. Et De Gaulle dit, à la vue des choses et en constatant l'impossibilité d'une victoire militaire, je pense qu'il faudra en venir à l'autodétermination. Mais surtout que les gens ne s'en doutent pas tout de suite. Il y a 2 groupes qui sont derrière lui. Il y a un groupe d'ennemis de la République, il y a un groupe de gens qui veulent l'armée au pouvoir, et c'est ces 2 groupes qui réunis l'ont porté pratiquement au pouvoir. Il va les duper, tous les 2. Les ennemis de la République ne verront pas De Gaulle lutter contre la République, au contraire. Il garde un gouvernement républicain dont il dit « je veux une République plus ferme, plus solide, plus défendable ». Et quant à l'armée au pouvoir, pendant les 6 mois où De Gaulle va être président du Conseil, il va faire opérer un nombre extraordinaire de mutations. Tous les officiers d'Algérie qui étaient activistes, enfin qui s'étaient manifestés pour l'Algérie française, tous vont être affectés en Allemagne. Et le pauvre Salan, dont la femme a dit à un moment à Tournou, qui vient de mourir, vous savez, Tournou qui était très très renseigné, elle avait dit « nous tenons le maréchalat ». De Gaulle a des devoirs de gratitude à l'égard de mon mari, il va le nommer maréchal. Or De Gaulle ne supporte pas Salan, et il va lui offrir le poste ridicule de gouverneur militaire de Paris qui ne correspond à rien. Salan sera tellement humilié qu'il va sortir de l'armée, il va prendre sa retraite. Donc, ni atteinte à la République, ni armée au pouvoir, au contraire. Ce général est vraiment un civil lorsqu'il est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire tout de suite? Il va se rendre à Alger, naturellement. Et c'est le 4 juin, il a été élu le 1er juin, dès le 4, il est à Alger. Et c'est ce jour-là qu'il va prononcer sa phrase célèbre « Je vous ai compris ». Il en parle avec simplicité, dans ses mémoires d'espoir, en disant « Je n'ai fait là aucun mensonge ». C'est vrai, ce n'est pas vrai. En ce sens que De Gaulle dit aux gens « Ça va, je sais ce que vous voulez ». Mais quand De Gaulle dit, levant ses bras « Je vous ai compris » et qu'il soulève les acclamations, c'est qu'il espère faire comprendre aux gens « Je vous ai tellement bien compris que je suis avec vous ». Et les gens croient qu'il est avec eux. Or, il n'est pas avec eux. Donc c'est le type du mensonge sans mensonge. Ce que Chaban-Delmas appelle un chef-d'œuvre d'habileté, si on veut. Ça, c'est le 4 juin. Le 6 juin, la seule fois de sa vie, De Gaulle criera « Vive l'Algérie française ». Mais c'est à Mostaganem, et c'est un cercle d'officiers. Il a devant lui des officiers dont il a déjà à la tête l'idée qu'il va les congédier, les envoyer en Allemagne. Mais il a dit ça. Il l'a dit, une seule fois, l'Algérie française. Je lui ai dit qu'il est président de la République en 59, et dans cette même année 59, le voilà qui va commencer à parler d'autodétermination. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire je vais demander à la population algérienne ce qu'elle préfère. Or, il sait très bien que sur 10 millions d'habitants d'Algérie, il y a 9 millions d'Arabes et 1 million de Français, et qu'il est évident que les Arabes ont voté pour l'indépendance. Quand ce que De Gaulle a parlé pour la première fois, c'est en septembre 59. Toute détermination, il a été assez habile, pardonnez-moi, pour y adjoindre cette remarque, attention, autodétermination une fois que la victoire sera obtenue. Il sait très bien qu'il n'y a pas de victoire possible. Et ce qui va susciter une réflexion toute très raisonnable du général Jouot, qui dit alors, pourquoi la victoire? Si après la victoire, on laissera le vaincu libre de son destin, c'est pas la peine d'avoir une victoire. De Gaulle ne passe outre à cette observation et annonce qu'un référendum aura lieu au début de l'année 61. Le réflexe, la réaction ne sera moins vive qu'il ne l'avait craint. C'est en janvier 61, je crois, oui, en janvier 60, qu'une petite émeute va se produire derrière un garçon agité qui s'appelle Lagaillarde, et c'est une émeute presque uniquement universitaire. C'est dans les locaux et dans le campus universitaire d'Alger que se produit cette espèce de petite insurrection très limitée de jeunes gens très patriotes, très nationaux, qui disent nous ne suivrons jamais le général de Gaulle. Ça aurait été très grave s'il avait fallu faire intervenir l'armée, parce que Joux a dit je n'aurais jamais donné l'ordre à l'armée française de tirer sur des Français. Heureusement, on s'est tiré d'affaire avec uniquement les CRS et la gendarmerie. L'armée n'a pas eu à intervenir. Et de Gaulle se persuade qu'après ce petit mouvement, il n'y aura plus rien. Il ne sait pas ce qu'il attend, quelque chose de très dangereux, c'est que le référendum a lieu en janvier 61 et que auparavant, De Gaulle avait eu un discours, enfin, il avait tenu une réunion publique et une conférence de presse dans laquelle il avait dit ceci: la France considérerait avec le plus grand sang-froid une solution telle que l'Algérie cessa d'appartenir à son domaine. Eh bien, 75% de oui pour l'autodétermination, mais mutinerie de 4 généraux. C'est le 21 avril. Ça, c'est bien autre chose qu'une agitation universitaire. Il aura beau parler d'un carteron de généraux en retraite, c'est tout de même des personnages considérables, puisqu'il y a Salan, puisqu'il y a Jouot, puisqu'il y a le général Zeller et un autre. Ils sont 4. Et notez bien que ce que font ces généraux, c'est indiscipline. C'est dans la ligne de ce qu'avait fait De Gaulle le 18 juin 40. Pourquoi De Gaulle s'est-il révolté contre Pétain? Parce qu'il avait l'impression que Pétain trahissait la patrie française. Et ces 4 généraux ont la conviction intime, profonde, vous savez, passionnée, pathétique même, que De Gaulle est en train de brader le patrimoine national et que l'Algérie appartient au patrimoine de la France et qu'on ne peut pas accepter. Alors De Gaulle va faire déclaration que vous avez peut-être entendue, comme je l'ai entendue moi-même à Neuchâtel, où il va terminer sa déclaration après les 3 hélas, a-t-il dit, hein. Ce sont ceux qui doivent donner l'exemple de la discipline, qui donnent l'exemple de l'indiscipline. Entre parenthèses, ce qu'il avait fait lui-même le 18 juin 40. Française, Français, aidez-moi, je me rappelle encore. Et puis son président du Conseil, qui s'appelle Debré, va demander à la population parisienne de se précipiter en masse, par métro, à pied s'il le faut, ou en vélo, sur les aérodromes de Paris, pour occuper les aérodromes, pour empêcher les avions de descendre, pour s'emparer des parachutistes s'ils viennent. De Gaulle a eu vraiment peur pendant 48 heures. Mais le mouvement a avorté très vite, pour 3 raisons. Pour 2 raisons principales, quoi. Ça se passe à Alger, oui, où l'armée d'Alger est d'accord. Mais à Constantine, on n'est pas d'accord. À Oran, on n'est pas d'accord. La marine n'est pas d'accord. Et surtout, le contingent n'est pas d'accord. Vous pensez que les petits soldats français qui se faisaient tuer pratiquement pour rien étaient ravis de voir qu'on allait à l'indépendance et que par conséquent, on allait rappeler l'armée. Alors quand il y a des officiers qui leur disent « Suivez ces généraux qui veulent continuer le combat », ils ne sont pas d'accord du tout et des actes d'indiscipline se produisent qui ravissent De Gaulle. C'est la discipline des soldats va dans son sens. Au bout de 48 heures, les 4 ne sont plus que 2. Il y en a 2 qui se sont rendus et les 2 autres vont s'enfuir en Espagne pour se cacher. Cette fois, il a gagné. Il ne reste plus que l'OAS, c'est-à-dire l'organisation de l'armée secrète, qui va essayer de se venger par un bain de sang, vous savez bien, et par des choses inacceptables aussi, qui sont des hold-up, enfin des banques pillées, en faisant croire que c'est pour le bien de la nation, alors que ce seront des rapines personnelles. Et puis, les négociations vont aboutir, et De Gaulle va lâcher sur tous les plans. Il y a un point
où il avait dit je serai intraitable, c'est tout de même la France qui a trouvé les pétroles de la Sini Saoud, ça nous appartient. Et le GPRA dit non, c'est sur le territoire algérien, on vous fera peut-être des prix, mais c'est à nous. De Gaulle lâche sur ça aussi. Les entretiens déviants aboutissent le 18 mars 62 à un cessez-le-feu et en juillet 62 à l'indépendance de l'Algérie. Il ne reste plus qu'à se venger de Gaulle, si on peut le tuer. Et plusieurs fois on tentera de le faire, mais il n'y en a que deux sérieux. Il y a l'attentat du Pont de Seine en 60, et puis l'attentat du 22 août 62 au Petit Clamart. Là c'est très sérieux, puisqu'on va trouver 150 douilles par terre. Il y a 150 coups de feu qui ont été tirés contre la voiture du général. C'est très miraculeux qu'ils s'en soient tirés. Il y a en effet une balle qui est passée entre sa tête et la tête de sa femme, et qui n'a pas atteint le chauffeur non plus. Unique balle sur les 150. La voiture a été criblée et de Gaulle rien. C'est un homme imperturbable, comme vous savez, et quand le chauffeur, tous les pneus sont crevés, va arrêter la voiture, de Gaulle n'aura qu'une seule réflexion, ils sont tirés comme des cochons, dit-il. C'était des gens bien, c'était du beau linge, vous savez. Il y avait à la tête le colonel Bastien-Thierry, il y avait un monsieur Alain de la Tocquenay, il y avait Louis de Condé, enfin, c'était des gens très respectables. Alors de Gaulle sait que maintenant c'est fini, quoi, ça ne bougera plus. L'affaire d'Algérie est réglée. Du côté de la politique intérieure, que va-t-il faire? Eh bien, il va commencer par libérer son malheureux Debré. Debré était un homme de l'Algérie française, hein, et il avait servi de Gaulle avec une abnégation sans limite. Les couleuvres qu'il avait dû avaler, c'est terrible. Tout ce que lui faisait faire de Gaulle était contraire à sa pensée. Il était déchiré, ce pauvre Debré, à l'idée qu'il avait contribué, lui, à l'indépendance de l'Algérie. Mais obéir au général. Alors, une fois que c'est fait, et que l'Algérie est indépendante, le général va libérer, va délivrer son pauvre Debré. Il va prendre à la place un nommé, je dis bien un nommé Pompidou, dont personne n'avait entendu parler. Le Canard enchaîné, auquel je suis abonné, avait beaucoup ri de ce nom. C'est évidemment un nom qui aujourd'hui est familier, président de la République, hein, mais c'était un nom inconnu en France. Et c'était des syllabes dansantes qui ne faisaient pas sérieux. Figurez-vous que l'été dernier, classant des papiers, des journaux, des livres, dans ma maison de campagne, j'ai trouvé un livre de 1920 qui s'appelait L'humour 1900. Vous entendez, L'humour 1900. Je feuilletais ça, c'était pas très drôle, mais j'ai fait une vraie petite trouvaille. Un journal, je ne sais pas lequel, Charivari ou Chat Noir, je sais pas, de 1900, avait un jour, pour distraire sa clientèle, inventé une lettre factice d'un piou-piou, comme on disait à ce moment-là, enfin d'un troufion, qui venait de l'incorporer et qui écrivait à ses parents, et c'était signé le soldat Pompidou, en 1900. Hein, parce que Pompidou, c'est un nom très drôle. Et De Gaulle s'était dit, avec un nom comme ça, je ne crains rien. Hein. Il est inconnu, c'est un garçon qui vient de la banque, il sortait de chez Rothschild, où il était fondé de pouvoir. Je n'ai pas crainte d'avoir à côté de moi quelqu'un qui voudrait me remplacer. C'est pas possible, pas concevable. Il se trompe. Il croyait Pompidou très peu dangereux, et il était très dangereux. Toujours est-il que voilà De Gaulle qui est en présence de ceux qui est en fonction, qui a à côté de lui un président du Conseil tout dévoué, et il lui demande de l'aider à faire en 62 quelque chose auquel il tient beaucoup, et Pompidou a levé les sourcils. De Gaulle dit, je vais faire un nouveau référendum pour une modification constitutionnelle. Je voudrais que le prochain président de la République soit élu au suffrage universel. Vous savez que depuis 1848, la France n'avait jamais risqué un pareil danger. En 1948, on avait donc décidé que c'était au suffrage universel. C'était un nommé Louis-Napoléon Bonaparte qui avait été élu président de la République, et vous savez ce qu'il avait fait de la République. Et cependant, on avait eu une précaution en 1948. On avait dit, c'est bien le suffrage universel qui va désigner le président de la République, mais ce président de la République ne sera pas rééligible. Et c'est précisément parce qu'il n'était pas rééligible que Louis-Napoléon Bonaparte va faire son coup d'État du 2 décembre, parce qu'il a en vain demandé une modification de la Constitution dans l'été 51, que la Chambre lui a refusé. Bon, alors si on ne veut pas de moi, eh ben, je m'imposerai par la force, par l'épouvante, puisque l'enthousiasme ne suffisait pas. Eh ben, De Gaulle à faire voter les Français, ils ne sont pas acharnés, vous savez, il n'y aura que 60% de participants, mais il aura ce qu'il voulait, c'est-à-dire une présidence de la République décidée par le suffrage universel. Mesurez le pouvoir que ça donne au président de la République. Les députés, je ne sais pas combien, 480 députés, représentent chacun leur circonscription.
Il n'y a qu'un homme politique qui représente la France, la majorité des Français. C'est le président de la République. Ça lui donne une autorité énorme. Il était déjà monarque, il est maintenant super monarque. Et qu'on ne nous fasse pas croire, comme il a essayé de faire croire, que c'était pour son successeur. Il est parfaitement résolu, dès 62, à se représenter en 65. C'est en décembre 65 que nous arrivons à la fin de son premier septennat. Il va avoir 75 ans. Ça lui fera 92 ans à la fin de son nouveau septennat. Après tout, Pétain avait 84 ans lorsqu'il a pris le pouvoir. Lors de Gaulle est parfaitement résolu à se présenter, mais il laisse l'obscurité sur cette décision. Pompidou ne sait rien. On pose tout le temps la question à Pompidou, qu'est-ce qu'il a? Le général ne m'a rien dit. Le général est quelqu'un qui aime beaucoup laisser les choses en suspens pour pouvoir regarder, écouter. Il a des oreilles, vous savez, il y a des gens qui lui disent tout. Et alors, on lui rapporte jour par jour ce qui se dit dans les milieux politiques sur sa réélection ou pas. Et il apprend là que Pompidou, dans quelques confidences, mais très secrètes, néanmoins traduites rapidement au général, ne peut pas croire que le général fera l'imprudence pour sa santé de se représenter. Pompidou dit, si j'ai quelque pouvoir auprès de lui, il faut que je lui dise qu'il ne faut pas faire ça parce qu'il va se tuer. Enfin, on ne peut pas faire comme ça 2 septennats. De Gaulle conclut que Pompidou n'a pas envie qu'il persiste. Il va attendre jusqu'au dernier moment, pour ainsi dire. C'est le 4 novembre, l'élection est de 5 décembre. Le 4 novembre 65, De Gaulle annonce, oui, je me représente. Et il va user d'un moyen dont il tentera d'user une seconde fois. Après moi, le chaos. Je crois avoir recopié ça, oui, je crois qu'il dit exactement. Je demande une cohésion massive autour de ma personne. Nul ne peut douter que la République s'écoulera, et cette fois sans recours possible, si je ne suis pas réélu, après moi, le chaos, le déluge. Eh bien, il y a 3 candidats. Il savait très bien que le candidat de gauche, auquel se ralliaient les communistes du reste, c'était Mitterrand. Pas très dangereux. Mais il a vu surgir un candidat inattendu qui s'appelle Le Canuet et qui est un candidat centriste. Ça le gêne beaucoup, le général. Parce qu'il aurait voulu être seul contre la vilaine gauche teintée de communisme que représentait M. Mitterrand. Mais voilà que maintenant, il y a un M. Le Canuet qui va prendre les voix centristes dont il aurait eu bien besoin. Il y a bien un candidat d'extrême droite qui s'appelle Tixier-Vignancourt, mais qui n'est pas redoutable. Ce qui va se produire le 5 décembre, c'est ce que le général redoutait. Il est mis en minorité. Il a 44% des voix. C'est une profonde humiliation. 44% des voix. Les Français ne l'ont pas plébiscité. Il aurait eu l'idée de se retirer tellement il est humilié, mais il se persuade à lui-même qu'il doit se maintenir. Le Canuet du reste se désiste, sans dire pour qui il faut voter. Canuet ne dit rien. Je me retire simplement. Toutes les voix de Le Canuet vont aller à De Gaulle, si bien que le 19 décembre 65, il va être réélu à 54%. C'est pas mal. Mais il a tout de même frôlé l'échec, si bien que ce n'est plus un sacre comme en 1944, c'est un repêchage. Voilà De Gaulle qui est devenu au début d'un nouveau septennat, et nous allons aller vite pour arriver à l'incident de parcours très grave qui va survenir pour lui au mois de mai 68. Il a donc repris le pouvoir pratiquement en janvier 66. En 67, il y a eu des élections pas très satisfaisantes, où il y a eu les RI, républicains indépendants, qui ont pour chef un homme Giscard d'Estaing et qui sont indispensables pour faire sa majorité. Son parti à lui, l'UDR, l'UNR, l'Union pour la Nouvelle République, n'est pas majoritaire à la Chambre. Pour avoir la majorité, il faut que les républicains indépendants, c'est-à-dire Giscard, lui accordent leur appui. Ça l'agace beaucoup, mais enfin, c'est comme ça, 67. En 68, il y a d'abord une agitation universitaire qui a commencé le 3 mai, parce que il y a eu une grosse agitation à Nanterre, on a fermé Nanterre, Nanterre s'est replié sur Paris, la Sorbonne était débordante, le recteur a pris peur et a fait ce qu'on n'avait encore jamais fait jusqu'alors, il a appelé la police à l'intérieur de la Sorbonne et les policiers sont entrés, ils ont procédé à 500 arrestations. Bon, agitation considérable chez les étudiants. Ça c'est pas grave, De Gaulle parle de Chienlit, mais il dit mais ça s'arrangera. Mais voilà qu'à partir du 14, les choses prennent une toute autre tournure. Des grèves. D'abord des grèves sauvages, ce que les gens appellent grèves sauvages, ce que la CGT appelle grèves sauvages, ce sont des grèves que la CGT, c'est-à-dire le Parti communiste, c'est la même chose, n'avait pas organisées elle-même. Ça indigne beaucoup M. Segui, qui était à ce moment-là secrétaire général de la CGT, qui fait des déclarations violentes en disant des petits bourgeois,
se mêlent de consulter les ouvriers par-dessus la tête de leurs organisations syndicales, c'est bien le droit. Et la CGT va donc prendre l'initiative, cette fois, de grève. Non pas de grève générale, il n'y a pas, faites bien attention, il n'y aura pas ordre de grève générale. Mais il y aura une multitude de grèves locales, si bien que... Vous comprenez bien la position du Parti communiste. Le Parti communiste est furieux de ce qui s'est passé là. De ce fait qu'il y a des gens qui se font écouter de la classe ouvrière sans être du parti. Le 3 mai, le jour de la manifestation de Paris, Marché dans l'Humanité avait fait un article intitulé « Faux, X, faux révolutionnaire à démasquer, faux révolutionnaire à démasquer ». Il en donnait par là les chefs des étudiants. Les 3 chefs d'étudiants, je ne sais pas si le nom va me revenir, c'était Biesmas, c'était Cohn-Bendit et le 3e... Bon, tant pis. Ce sont des gens qui n'appartiennent pas au Parti communiste, et même qui sont hostiles. Violemment hostiles dans le cas de Cohn-Bendit. Vous savez peut-être que le 13 mai, il y a eu une manifestation à la fois ouvrière et étudiantine, et que Cohn-Bendit a publiquement déclaré le soir du 13 mai qu'il avait su s'imposer aux, entre guillemets, crapules staliniennes. Vous comprenez bien que du côté communiste, on déteste ce mouvement qui n'est pas contrôlé. Plan au bénéfice de formules vagues et d'on ne sait quelle réforme de structure. Je ne sais pas si vous avez mesuré l'importance d'une déclaration comme celle-là de la part d'un membre du Parti communiste et du chef de la CGT. C'est qui? Il vient de déclarer qu'il ne veut pas de formule vague et qu'il ne veut pas d'on ne sait quelle réforme de structure, qu'il faut s'en tenir à un objectif revendicatif. C'est ça qu'il veut dire. Que le Parti communiste, d'ailleurs très pragmatique, et regardant les choses en face, croit que ce n'est pas le moment pour lui, il n'y a pas de possibilité pour lui de faire la révolution. Et qui vient de dire, le Parti communiste vient de dire, nous ne voulons pas de réforme de structure, donc le Parti communiste n'est plus un parti révolutionnaire. Il veut profiter de ce mouvement pour obtenir quelques avantages. L'humanité dit, le géant prolétaire est debout. L'humanité n'a qu'une idée, c'est que le géant se rasseye, mais dans une condition un peu moins inconfortable. Hein. C'est-à-dire qu'on va demander une augmentation du SMIC, on va demander que les retraites soient plus facilitées, que les rythmes du temps de travail soient améliorés. Pompidou, qui est président du Conseil, est absolument ravi de la conduite des communistes. Il va même dire à quelqu'un, Ségui, ça serait un ministre de l'Intérieur en or. Parce que le Parti communiste, il le tient tranquille. Il lui ordonne de rester tranquille. Donc ça va, on a décidé qu'on allait faire une réunion à Grenelle, comme on avait fait en 1936 une réunion à Matignon. On peut pas recommencer à Matignon pour que ce soit pas toujours pareil. Et on sait déjà que les communistes vont demander, enfin la CGT va demander de porter le SMIC qui était à 2,50 francs l'heure à 3 francs. Ségui dira lui-même très gentiment plus tard, nous avions décidé de demander 3 francs parce qu'il faut toujours faire du marchandage et qu'on pensait conclure à 2,75 francs. Or, Ségui lui-même va être suffoqué de voir le comportement de M. Huvelin, qui était le patron des patrons à ce moment-là, CNPF, quoi, et qui était présent à Grenelle. Lorsque M. Huvelin, patron des patrons, entend M. Ségui lui dire « Nous demandons 3 francs de l'heure pour le SMIC. » Très bien, dit M. Huvelin, tout à fait d'accord. Ségui ne croit pas ses oreilles, mais il faut savoir que M. Huvelin avait été reçu préalablement par Pompidou qui lui avait dit « Bon, ça va vous coûter en apparence quelque chose d'augmenter le SMIC, mais nous, État, nous prendrons tout ça à notre charge. Alors le patronat n'y perdra rien parce que nous allons vous donner des dégrèvements fiscaux équivalents à ce que vous allez perdre. Donc vous gagnerez dans votre image de marque parce que vous aurez une générosité apparente, mais c'est l'État qui se substituera à vous pour les frais. » Et il est très content, Pompidou, il dit « Ça y est, je les tiens. » Mais il ne se doutait pas que la base n'allait pas marcher. Et Ségui lui-même en est très ennuyeux lorsque le lundi 27 au matin, il va à Billancourt pour s'adresser aux ouvriers et qu'il leur dit, le sourire aux lèvres, ça y est, j'ai obtenu 3 francs. La majorité est contre en disant, ah oui, mais il y a autre chose, il y avait les retraites, il y avait les rythmes horaires. Ah non, on n'est pas d'accord. Il est un peu embêté, Ségou pas très, Pompidou pas très non plus, puisqu'il dit à De Gaulle, oh, ça nous coûtera un peu plus cher, quoi, mais enfin, c'est pas une affaire. Mais ce qui est très grave, c'est ce qui vient de se produire sur un autre plan, le plan purement politique, à savoir apparition de ceux qui ont dit que De Gaulle a fait son temps et qu'une certaine gauche pourrait peut-être bien prendre le pouvoir. Il faut que vous sachiez que le 24 mai, De Gaulle avait fait la déclaration la plus inattendue.
Le 24 mai, il avait pris la parole pour la première fois depuis le début des agitations, et il avait dit qu'on comprend très bien que l'université soit un grand corps un peu immobile, et un grand corps incapable de s'adapter tel quel aux exigences du présent. Mais il est allé beaucoup plus loin, De Gaulle, ce 24 mai. Il aurait même dit, ce qui est en question est une mutation, vous entendez, une mutation de notre société, nécessaire, profonde réforme économique et sociale, et référendum, j'annonce un référendum, au moyen duquel le président de la République va demander à la nation de donner à l'État, et d'abord à son chef, un mandat pour la rénovation. Et De Gaulle ajoutait, si ce référendum n'est pas positif, je me retirerai. C'est énorme ce que faisait De Gaulle tout à coup. Il est apparu comme l'ordre d'ordre avant tout, l'homme qui veut que la France soit calme, et le voilà qui prend la tête d'une revendication économique et sociale. Échec complet du côté des étudiants. Il y avait une manifestation ce jour-là, une de plus. Ils étaient réunis devant la gare de Lyon, traversaient le pont et devaient aller à la Bastille. Le général avait dit, je parlerai, c'était pas de la télévision, je parlerai à 20h. La plupart de ces étudiants, c'était minutes transitoires. J'ai vu, vous l'avez peut-être vu au cinéma aussi, là, ce qui va se passer. À 20h, ils s'arrêtent pour écouter ce que va dire le général. Tous les transiteurs sont là. Et le général fait le discours que vous savez. Le général croyait qu'il allait provoquer une émotion chez ces jeunes gens, qui allaient dire, ah ben on ne s'attendait pas à ça du général, pas du tout. Il est accueilli par des sourires. J'ai même vu, je l'ai revu encore cet été, des mouchoirs qui sortaient des poches et qui se brandissaient au-dessus de ces immenses foules, ils étaient 20 000. Adieu De Gaulle, adieu. Et le jour du 13 mai, lorsqu'ils avaient fait, les étudiants, le 13 mai 68, un défilé, ils avaient dit, 10 ans ça suffit. Puisque c'est en 58 qu'il avait pris le pouvoir, nous sommes en 68, 10 ans ça suffit. Alors du côté de la gauche et des étudiants, c'est le bide. Mais du côté de Pompidou, et du côté des milieux économiques et bancaires, c'est une sorte d'épouvante. Le général est devenu fou. Raymond Aron, qui passe aujourd'hui pour l'esprit le plus pondéré qui soit, avait fait dans le Figaro un article terrible contre De Gaulle. Ça, De Gaulle, dit-il, mais c'est l'ombre du nombre, ce n'est même pas un spectre, c'est plus De Gaulle, je ne le reconnais pas, c'est un personnage, une sorte d'ectoplasme, disait-il. Alors, comme De Gaulle avait annoncé qu'il se retirerait si son référendum n'était pas accepté, la gauche non communiste, avec Mendès et Mitterrand, se présente, c'était normal. Olivier Guichard, dans son livre Mon général, dit que c'était scandaleux d'intervenir, le général étant encore au pouvoir, pour dire qu'ils étaient prêts à le remplacer. Minute, le général vient de dire, si mon référendum est rejeté, je me retirerai. Il est donc, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me paraît tout à fait normal que M. Mendès-France et M. Mitterrand disent, eh bien, nous sommes là pour remplacer le général. Et puis, bien entendu, on fera un gouvernement provisoire, on fera un appel à l'opinion publique, on va faire de nouvelles élections. Mais enfin, M. Mendès-France est décidé à constituer un gouvernement, et moi, Mendès-France, et moi, Mitterrand, je me présente comme président de la République, comme en 1965. Ça, c'est très grave. C'est beaucoup plus grave que le comportement communiste, lequel est au contraire admirablement rassurant. Pompidou est un type très intelligent, et qui se dit, comment m'en tirer? Il y a dans la presse des tas de gens qui trouvent que Mendès c'est pas mal. Vous savez que Mendès a été ministre de l'économie et du finance chez De Gaulle jusqu'en avril 1945, qu'il avait laissé un bon souvenir, qu'il avait donné l'impression d'un très bon gestionnaire, d'un homme patient, intelligent. De Gaulle, dans ses mémoires de guerre, lui avait rendu hommage. De Gaulle avait même fait quelque chose de noble et de courageux, puisque en appendice, dans l'annexe de ses mémoires de guerre, il avait publié la lettre que lui avait écrite, une longue lettre, que lui avait écrite Mendès en avril 1945, lorsqu'il lui avait dit, Mendès lui avait dit, non, je ne peux plus vous servir parce que vous n'allez pas dans la direction qui est la mienne. Eh bien, le général a reproduit cette lettre. Et dans ses mémoires de guerre, il avait dit, j'ai gardé le meilleur souvenir de... Les mémoires de guerre sont terminées en 59, hein, attention, terminé en 59. J'ai gardé le meilleur souvenir de M. Mendès et il est possible que de nouveau je fasse appel à lui. Or, dans la presse, des articles nombreux paraissaient disant, mais oui, Mendès serait très bien. Et ce qui me paraît surprenant, mais c'est comme ça, c'est que Pinet avait fait une déclaration dans le Figaro, mais Pinet n'aimait pas De Gaulle. Pinet disait, mais Mendès serait pas mal du tout. Ça, c'est très très embêtant, très ennuyeux pour Pompidou. Alors Pompidou cherche une parade, et voilà la parade qu'il a trouvée. Comme les communistes
n'ont pas accepté, enfin Billancourt quoi, n'a pas accepté son arrangement de Grenelle, et à faire croire à l'opinion publique que les communistes sont prêts à faire un coup de force. Alors que c'est tout le contraire. Les communistes seraient plutôt prêts à descendre dans la rue pour empêcher de passer Mendès et Mitterrand. Mais l'idée de Pompidou, c'est d'affoler les Français et de leur faire croire qu'il est très renseigné et que les communistes vont faire un coup de force, et il fait appel publiquement à ce que l'on appelle le corps spécial d'intervention de la gendarmerie, avec des chars de 35 tonnes, gros chars, qui étaient à ce moment-là en exercice au Larzac. Il les fait revenir du Larzac et il leur demande de défiler dans la banlieue de Paris pour s'imposer par leur bruit, pour que les gens aient l'impression que ça bavardait. Le 15 novembre 68, Pompidou déjeunera chez les Mauriac, père et fils. Claude nous racontera ça. Et ce jour-là, 15 novembre 68, Pompidou dira aux Mauriac, et Claude avait marqué ça tout de suite parce que Claude est quelqu'un qui prend des notes de tout, la politique c'est une guerre. Eh bien, le communisme c'est l'ennemi, et j'étais parfaitement résolu à faire tirer. J'étais parfaitement résolu à faire tirer. Or, il n'y avait pas à tirer, puisque les communistes n'avaient aucune idée de faire une insurrection. Le 30 mai 78, le 30 mai 78, dans Le Monde, donc 10 ans après, M. Chirac, qui avait été amené au pouvoir par Pompidou, qui lui avait donné un sous-secrétariat d'État, va faire une évocation de mai 68. Je répète, 30 mai 78 dans Le Monde. Et Chirac, bien dressé, sachant ce qu'il faut dire, dit, oui, je peux attester que Pompidou était très prêt à donner l'ordre d'ouvrir le feu s'il était nécessaire. Or, il n'en était pas question. Mais il fallait affoler l'opinion publique. Quant à De Gaulle, il ne disait rien. De Gaulle avait été sûrement très ennuyé de voir l'échec de son discours du 24 mai, et je crois pouvoir vous dire qu'il affectait d'être désorienté. Son ministre de la Jeunesse et des Sports, qui s'appelle Missoff, racontera dans ses mémoires, j'ai vu De Gaulle le 26, il était méconnaissable. Vieilli 10 ans, quelques jours, il était voûté, il était tassé, et il me disait tout est foutu, c'est pas la peine, je vais m'en aller, etc. De Gaulle joue le désespoir. Mais j'ai 2 preuves qu'il n'est pas si désespéré. Son fils, Philippe, racontera que le même 26, où Missoff a vu De Gaulle méconnaissable, le même 26, il a reçu son fils, Philippe. Et il lui a dit, ne crains rien, tout s'arrangera, je suis solide au poste. Et le 27, c'est Michel Droit, qui plusieurs fois lui servira, vous savez, de faire valoir devant la télévision. Michel Droit raconte, j'ai été reçu par le général, qui, avec un demi-sourire malicieux, m'a dit, ne craignez rien, c'est intéressant ce qui se passe. Donc De Gaulle sait très bien ce qu'il veut faire. Il donne l'impression du désarroi pour que les gens le répètent, pour recueillir ce qu'on peut dire contre lui, et il a trouvé sa riposte. Il va chipper à Pompidou son idée, qui est une bonne idée, de faire peur à l'opinion publique. Mais il va la transformer en la surpassant. Pompidou fait croire à l'opinion publique qu'il va faire appel au corps spécial de la gendarmerie. De Gaulle va faire croire à l'opinion publique qu'en présence d'un danger communiste épouvantable, il va aller chercher ses légions d'Allemagne. Et il a donné ordre à son gendre, Boissieu, le 28, de se mettre en rapport téléphonique avec Massu pour que le lendemain, le 29 mai, Massu vienne à un rendez-vous que le général lui donne sur la colline Sainte-Odile. Vous savez, c'est la fameuse colline inspirée de Barrès. Et le général ajoute, ce qui est très important et que Boissieu a l'imprudence de publier, cela frappera les esprits, a dit le général. Donc, il a l'intention de faire savoir à l'opinion publique qu'il a vu Massu sur la colline Sainte-Odile. Voir Massu, sous-entendu, pour lui demander la collaboration de ses troupes contre les communistes, si jamais les communistes faisaient un mouvement. À la suite des grèves dont je vous ai parlé, impossible d'obtenir Massu au téléphone. Le général est obligé de se déplacer lui-même, président de la République, il va quitter le territoire français, clandestinement, il ne va rien dire, aller voir Massu. Massu est stupéfait, parce qu'on n'avait pas pu le prévenir. Il est tout bouleversé de voir arriver le général, qui ne peut pas lui dire qu'il l'utilise pour une fiction, et qu'il va continuer sa comédie devant lui, parce que dès qu'il est dans d'avion et que Massu était là, qu'il l'attendait, mon général, le général lui tend la main en disant, ah, mon pauvre Massu, c'est foutu. Hein. Et alors, Massu va le remonter. Si vous avez lu son livre qui s'appelle Baden 68, Massu est convaincu qu'il a sauvé la France, parce qu'il a dit, j'ai remonté le général, hein. Il est arrivé devant moi dans un état affreux, mais je lui ai parlé de sa responsabilité, et même de l'Occident chrétien. C'est joli, hein, de la part de Paul. Alors, Massu dit à De Gaulle, vous ne pouvez pas vous retirer. Alors, je l'ai remonté, vous savez, il est reparti gonflé. Pauvre Massu.
Alors le général avait perfectionné encore davantage son affaire en ne disant rien, en interdisant que l'on dise rien à Pompidou. Pompidou ne devait pas savoir qu'il allait voir le général Massu, et il a perfectionné encore son affaire en disparaissant pendant 2 heures. Il avait demandé à son hélicoptère d'être en dehors des radars, c'est-à-dire de raser les arbres, enfin d'être inaccessible par le radar, si bien que le 29, entre midi et 2 heures, on n'a pas su où était le général. On croyait, il avait dit à Pompidou, je suis fatigué, je passe une journée à Colombey, je veux dormir une fois tranquille. On essaye de savoir s'il est arrivé à Colombey. Non, il n'est pas à Colombey, et on ne sait pas où il est. De Gaulle, qui a des oreilles partout, va savoir ce que l'on va dire. Et je le sais, parce que Tournou l'a publié. Il a publié même 3 procès-verbaux de la réunion qui s'est tenue à 14 heures dans le bureau de Pompidou, avec M. Chalandon, qui est aujourd'hui très important dans le pétrole, comme vous savez. Et il se dit des choses terribles contre le général. C'est Chalandon lui-même qui dit, mais en tout cas, mais si le général reparaît, il ne faut pas le recevoir, il est fini. Il est en liquéfaction, le général. Et un membre du cabinet de Pompidou, d'après monsieur et madame Rouen, qui ont publié un livre très important qui s'appelle Les 3 derniers chagrins du général, ce membre, c'est pas la peine que je vous le nomme, du cabinet de Pompidou, aurait dit, la place du vieux con est au placard maintenant. Alors évidemment, De Gaulle sait qu'il y a des gens qui sont contre lui, et il sait aussi que Pompidou se frotte les mains en disant, ça y est, mon heure est venue. Et voilà De Gaulle qui va reparaître le 29 au soir. Il va téléphoner de Colombey, comme il avait dit. Il avait dit, je vais aller à Colombey. Il téléphone à Pompidou à Colombey. Il dit, oui, je suis allé voir les militaires, comme ça. De Gaulle, Pompidou ne savait rien. Il dit, voir les militaires, oui, je vois ce qu'il est assez tenté de faire. Mais Boissieu, dans son souvenir, nous a raconté quelque chose de trop. Il nous a dit, je me rappelle très bien avoir vu sur le bureau des généraux, le 29 au matin, le texte, je n'ai pas pu le lire puisque j'étais devant comme ça, de l'allocution qu'il était déjà destiné, qu'il avait décidé de prononcer. Donc, quand De Gaulle va voir Massu, il sait déjà ce qu'il va faire. Et l'été dernier, à Antenne 2, vous avez vu, comme moi peut-être, Massu qui a été interrogé, et quelqu'un lui demande, mais le général vous a demandé la mise à sa disposition d'un certain nombre de régiments. Ah non, dit Massu, on n'a pas parlé de ça. L'important, c'est que l'opinion publique le croit. Alors De Gaulle a préparé un discours. Et il est, si je puis dire, le spécialiste de la métamorphose. Parce que le 24 mai, il était apparu subitement comme le grand réformateur. C'est lui, tout d'un coup, qui avait parlé de réforme de structure. Et maintenant, il va devenir le conservateur en chef. Parce que, dans la lancée de Pompidou, il va annoncer à l'opinion publique que la France est menacée de dictature par une entreprise totalitaire. Les communistes comptent utiliser des politiciens au rencard dont ils se serviront de l'ambition et de la haine. Haine, c'est pour qui? La haine, ça serait pour Mitterrand, c'est possible. Ambition, ça serait pour Mendès. Toujours est-il qu'il piétine Mendès maintenant devant l'opinion publique après l'avoir félicité publiquement en 1959 dans ses mémoires. Et la manifestation qui avait été prévue par M. Pompidou pour le jeudi, qui avait été organisée à partir du lundi, va avoir lieu. De Gaulle, très habilement, va faire précéder cette manifestation d'une déclaration. Et cette déclaration va être faite à 16 heures. Et les manifestants doivent se réunir à 20 heures, place de la Concorde, pour remonter les Champs-Élysées. De Gaulle fait cette déclaration où il apparaît comme un Jupiter tonnant, où il dit aux Français, heureusement que je suis là parce que je vous protège des communistes. Et quant à la manifestation, comme dit en présent, ça a été une ruée vers l'ordre. Parce que ça a été, les Champs-Élysées remplis d'une foule tricolore. On brandissait des drapeaux, tous les gens de l'OAS étaient là, tous les anciens pétainistes étaient là. Claude Mauriac, qui y était, m'en a parlé avec le cœur serré en me disant, mais tous nos anciens ennemis étaient là. Et il ajoute, Pompidou avait bien fait les choses puisqu'il avait demandé à des cars qui arrivaient de banlieue et qui amenaient des émigrés, en particulier des Turcs et des Polonais, des Turcs et des Portugais. Les Turcs et les Portugais, on leur donnait à chacun 100 sous. Ils avaient aussi des drapeaux tricolores et tout ça déferlait sur les Champs-Élysées et montait vers l'Arc de Triomphe. De Gaulle remporte un succès extraordinaire, fini. Je ne dis pas qu'il est acclamé, je vous en parlerai dans un instant, mais il va y avoir des élections dans la lancée. Ces élections sont celles du 30 juin 68. L'UNR, l'Union pour la Nouvelle République, s'est transformée en UDR, Union pour la Défense de la République, et cette fois c'est un succès extraordinaire. Voici les chiffres que j'ai recopiés. 358 élus du LDR, du Parti gaulliste, sur 485.
c'est-à-dire une majorité absolue écrasante, ce que la France ne retrouvera pas avant le mois de mai 81. Seulement attention, cette foule qui s'est précipitée pour manifester son attachement à la République est une foule qui criait beaucoup moins vive de Gaulle que Mitterrand, charlatan, les cocos au poteau. C'était une manifestation de droite, évidemment de droite. Et dès que ces députés ont été réunis, Pompidou, qui reste provisoirement président du Conseil, les rassemble, ces UNR, au Palais d'Orsay, et leur tient un discours extraordinaire. On a toujours reproché, vous savez, c'est une vieille histoire politique, ça, aux gaullistes d'être des godillots du général. Et bien justement, Pompidou, ce jour-là, dit à ses députés, il faut que vous sachiez constituer devant le président de la République un interlocuteur valable. Interlocuteur valable, c'est le mot qu'on avait employé pendant des années à l'égard du GPRA. Quand De Gaulle disait, il faut que j'ai devant moi un interlocuteur valable, c'est-à-dire qu'il soit capable de se faire obéir. Eh bien voilà que le président du Conseil, M. Pompidou, demande à ses députés de ne pas être soumis, de ne pas suivre aveuglément le général, mais qu'il faut savoir lui résister. Pourquoi donc? Eh bien, figurez-vous que le général avait une idée derrière la tête que je crois très réelle, très sincère, pour ce second septennat. Je vous rappellerai ce qu'il avait dit, je l'avais dit rapidement la dernière fois, ce qu'il avait dit dès 41 et 42 sur les réformes intérieures en France. Il disait le 1er avril 42, c'était une révolution, la plus grande révolution de son histoire, que la France commence d'accomplir, la France trahie par ses élites et par ses privilégiés. Il avait dit le 20 avril 43, il faut un régime économique tel qu'aucun monopole, aucune coalition ne puisse peser sur l'État, où les principales sources de la richesse commune soient ou administrées ou tout au moins contrôlées par la nation. Il avait même parlé le 15 mars 44 d'un contrôle du crédit. Et je vous ai dit, et j'espère que vous vous rappelez, que De Gaulle avait fait des réformes de structure bien supérieures à celles qu'avait pu tenter de faire le pauvre Blum en 1936, Blum dont l'existence dépendait du parti radical, lequel parti radical ne voulait d'aucune réforme de structure. De Gaulle les a faites. Quand il a repris le pouvoir en 1958, il sait très bien que cette majorité dont je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, les 329 qui ont voté pour lui, c'est la droite. Il sait très bien que quand il était le chef du RPF, il avait toute la droite derrière lui. Alors il ne faut pas brusquer les gens, puisqu'il va essayer de faire accepter à la France, faire avaler à une partie de la France l'abandon de l'Algérie. Il ne faut pas la troubler du point de vue économique. Alors il va prendre des ministres des Finances très rassurants. Premier ministre des Finances, c'est Pinet. Deuxième ministre des Finances, ce sera Baumgartner, qui était président de la Banque de France. Et troisième ministre des Finances, c'est un jeune homme, vraiment un jeune homme, que lui va recommander Pinet, et qui s'appelle Giscard. Et De Gaulle va dire dans ses mémoires d'espoir, avec clarté, qu'il avait l'intention d'employer son second septennat à réaliser ces réformes de structure, ces réformes économiques et sociales qu'il n'avait pas pu faire jusqu'alors. Le système social qui relègue le travail au rang d'instrument et d'engrenage est, selon moi, en contradiction avec la nature humaine. C'est De Gaulle qui parle, écoutez bien la suite. Le capitalisme porte en lui les motifs d'une insatisfaction massive et perpétuelle. Il importe de construire en France un régime où chacun participera directement à la marche de l'œuvre collective dont dépend son propre destin. Et pendant qu'il avait fait sa campagne électorale de juin 68, pour obtenir les élections que vous savez du 30 juin, et qui s'était entretenu avec Michel Droit, il avait par deux fois dit des choses inattendues. 7 juin, dans le système capitaliste, le bénéfice des entreprises n'appartient qu'au capital, et ceux qui ne le possèdent pas sont dans une sorte d'aliénation à l'intérieur de l'activité à laquelle ils contribuent. 7 juin. 29 juin, il s'agit d'accepter la vaste mutation sociale, tiens, c'est ce qu'il avait dit le 24 mai, il s'agit d'accepter la vaste mutation sociale qui seule peut nous mettre en état d'équilibre humain. Il s'agit que la participation devienne la règle et le ressort de la France renouvelée. Michel Droit a fait 2 livres de souvenirs sur De Gaulle. Et dans son deuxième bouquin, qui s'appelle, je crois, Les Feux du crépuscule, Michel Droit nous dit, vous savez, Michel Droit, c'est un inconditionnel du général, c'est une espèce de ministre du culte par rapport à De Gaulle. Il dit, j'ai été stupéfait, mais stupéfié, parce que j'ai vu et entendu de la part de Pompidou. Entre mon premier et ma deuxième participation avec De Gaulle à la télévision, Pompidou m'avait appelé chez lui, dans son bureau.
Il m'avait dit, le général va reparler. Hein. Vous allez voir, disait-il, Pompidou parle à Michel Droit. Il va reparler de sa participation. Michel Droit dit, j'ai été ahuri de voir le président du Conseil se frapper le front comme ça en tournant la main. Complètement perdu, le général, hein, pour cette histoire de participation. Pompidou est consterné des arrière-pensées et des pensées de Gaulle. Il dit, c'est pas possible. Et Raymond Aron, dont je vous ai déjà parlé de l'objectivité, va dire, en somme, ce que nous prépare le général, c'est un nouvel exploit historique. Ayant donné l'indépendance à l'Algérie grâce aux partisans de l'Algérie française, il va consacrer la ruine de l'industrie privée en s'appuyant sur ceux-là même qui ont assuré sa victoire. Aron est très méchant avec le général. Et le général appelait ça des aronades. Ben, c'est des aronades remarquables, puisqu'il y en a une où le jeune Aron, qui était très jeune, dit, nous sommes victimes d'un homme à la fois tout-puissant et incompétent. Et il ajoute, si M. Pompidou était à la place du général à l'Élysée, je serais rassuré. Malheureusement, il n'y est pas. Voilà ce qu'écrivait Raymond Aron. Bon, alors c'est très grave, parce que voilà le général qui est très puissant, de nouveau très puissant, avec une majorité inimaginable que Pompidou a essayé de regonfler, c'est entendu. Mais Pompidou avait l'intention de se retirer. Ça se fait, hein, ça se fait que quand il y a une nouvelle chambre, le président du Conseil remet sa démission, et souvent le président de la République lui dit rester. Pompidou ne savait pas ce qu'il fallait faire. Le 3 juillet, alors qu'on marchait dans le couloir de l'Élysée pour aller chez la réunion des ministres, De Gaulle lui dit, alors Pompidou, vous êtes décidé à faire la participation. Pompidou est très embêté, et il dit, je m'en suis tiré par une dérobade. J'ai dit au général, vous savez, mon général, je peux très mal vous répondre parce que je ne sais pas ce que c'est que la participation. Alors le général a compris, et s'est dit, ça y est, il est contre moi, mais il le savait déjà. Si bien que quand le 6, Pompidou revient sur ses décisions, parce qu'il a été, il le dit dans ses mémoires, qui ont publié en 82, vous savez, sa femme et son fils qui ont publié un livre intitulé « Pour rétablir une vérité », qui a des souvenirs écrits par M. Pompidou, publiés par sa veuve et son fils. Et il dit, quand j'avais l'intention de me retirer, j'avais un défilé dans mon bureau de suppliants. Des gens qui me suppliaient de rester en disant, mais on a confiance en vous. Le général est quelqu'un maintenant qui est dépassé, enfin, dont la pensée est troublée et qui va faire des choses extrêmement dangereuses. Il faut que vous restiez. Alors Pompidou décide de rester. Il le dit le 6 juillet au général. Et le général lève le bras au ciel, il dit, oh, c'est trop bête, enfin, vous dites ça maintenant, et j'ai déjà promis le poste à Couve de Murville. En réalité, nous savons que c'est le 16 mai à Bucarest qu'il avait promis le poste à Couve de Murville. Le général est donc débarrassé de Pompidou, il prend un Couve de Murville qui est très très gentil, qui va être aussi obéissant que Debré, et Couve va être immédiatement assailli de demandes patronales pour dire, mais nous avons énormément perdu d'argent pendant la grande grève, pendant le mois de mai, il nous faut des crédits. D'ailleurs des crédits pour l'investissement, et en particulier pour l'exportation. Or, Le Monde, qui n'est pas un journal d'opposition, Le Monde a enregistré à ce moment-là qu'il y avait des crédits à tout va. Monsieur Couve de Murville est très gentil et donne les crédits qu'on lui demande. Mais aucun de ces crédits ne sera appliqué aux investissements. Et il y aura une fuite énorme de capitaux qui vont passer à ce moment-là en Suisse. Le Figaro, à la date du 29 août 68, avait publié ce qui suit. On attend, dans les milieux du patronat et de la bourse, avec une impatience mêlée d'inquiétude, des précisions sur ce que pourra bien être la participation dans les entreprises. Comment faire pour essayer de débarrasser de ce général malfaisant? Ben, Pompidou est là. Et voilà que le 19 janvier, je crois, le 19 janvier 69, à Rome, interrogé par des journalistes, il dit, quand le général se retirera, certes, je serai candidat à la présidence de la République. Le général prend ça très mal, c'était le 19, et le 22, un communiqué vient de Colombey des Églises. Le général de Gaulle dit, j'ai été élu par la majorité du suffrage universel pour 7 ans. J'entends bien accomplir mon mandat jusqu'à l'expiration du terme fixé. Pompidou, dans les notes dont je vous ai parlé, publiées en 82, dira « Je n'aime pas être rappelé à l'ordre, et j'ai décidé à une récidive. Cette récidive aura lieu le 13 février à Genève. » Il avait été invité par la radio romande, et ce 13 février 69, Pompidou dit, malgré ce que le général vient de lui rappeler, dès que le général croit nécessaire de se retirer, je prendrai sa succession. Mais comment obtenir que le général se retire? Eh bien, le 30, quand il avait fait son discours fulgurant, de Pierre Tenant, De Gaulle avait dit, quand le référendum dont j'ai parlé le 24, il est
remis. Pas annulé, il est remis. Alors, on s'est dit, on va le tenir avec le référendum. Le général est un homme de parole. Il a promis qu'il se retirerait si ce référendum n'était pas accepté. On va le laisser faire ce référendum, on va lui casser les reins et il se retirera. De Gaulle, qui n'est pas idiot et qui a des renseignements qui lui viennent des préfets, des renseignements généraux, sait que s'il présente ce référendum sur la participation, il est fichu. Alors, ça ne lui est pas familier, mais il va le faire, il va reculer. Et le référendum auquel il a appelé les Français n'aura plus de rapport direct, du moins, avec la participation. Ça sera un référendum absurde, les Français n'y comprendront rien. On les dérange pour leur demander ce qu'ils pensent de la régionalisation, est-ce qu'ils pensent d'une modification du Sénat, plus rien à voir avec la participation, mais peu importe, ce qui est important, c'est qu'il y a un référendum et qu'il faut que le général le perde. Alors, le général est renseigné, sait que c'est presque foutu même dans ces conditions, mais il va dire à sa famille, c'est Vendron qui nous l'a raconté, le beau-frère, le 14 avril, le référendum devait avoir lieu le 27. Le 14 avril, j'ai compris que c'était fini. Parce que c'est le 14 avril que dans la mairie de Chamalières, M. Giscard d'Estaing a dit, quant à moi, je vote non. Et De Gaulle, qui sait la puissance de M. Giscard d'Estaing du côté des milieux bancaires, dit, je les ai contre moi. Alors, je suis perdu. Puis en son ponté, très bon journaliste qui est mort beaucoup trop jeune, et qui a fait un très beau livre qui s'appelle 10 ans de République gaulienne, a employé une expression que je tiens à citer là, presque au bout de mon exposé. Le général a vu clairement devant lui le pouce baissé du patronat. Effectivement, le 27 avril, lorsque les Français votent, le général perd 3 millions de voix. 3 millions de voix par rapport à 1965. Alors tel qu'il est, démocrate mais despote, le despote se retire devant le démocrate, il tient parole, et le 28 à midi, il quitte l'Élysée en disant « je me retire dans ma solitude ». Il s'y tiendra avec la noblesse que vous savez. Il n'a plus, sans doute pas, il n'a plus que 18 mois à vivre, il n'atteindra pas ses 80 ans. Il mourra tout près de ses 80 ans. Il avait fait un voyage en Irlande, il fait un autre voyage en Espagne. Il préparait un grand voyage auprès de Mao dont la révolution culturelle l'intéressait beaucoup. Il voulait voir Mao et il est mort comme vous savez. Bon, alors quelle conclusion? Bien, vous savez, je voudrais vous parler de la grandeur, et chez De Gaulle, la grandeur. On en parle encore aujourd'hui en disant De Gaulle avait rappris la grandeur aux Français. Il n'y a pas tellement longtemps, c'est cet été que je lisais sous la plume de Pierre Juillet, qui était un collaborateur assez proche de Pompidou. Le général avait essayé de réhabituer les Français à la grandeur et c'était pesant. Que pouvait être la grandeur de la France lorsqu'il n'avait plus un empire colonial? Car j'ai oublié de vous dire que dès 1959, De Gaulle avait proposé l'indépendance à toutes les anciennes colonies qu'il voulait grouper dans une communauté. Cette indépendance avait été acceptée presque partout parce qu'elle était assortie de règlements secrets qui faisaient que la France entretenait des positions militaires dans chacune de ses ex-colonies et participait à l'entretien économique de l'ex-colonie. Par exemple, en Centrafrique, la France s'est engagée à payer les fonctionnaires. C'est d'ailleurs. Une seule nation n'avait pas voulu, c'est laisser couturer avec la Guinée. Finalement, au bout d'un certain temps, la Guinée elle-même est rentrée dans cette communauté, c'est-à-dire dans une indépendance avec un colonialisme rénové. Néanmoins, qu'est-ce qui restait de l'Empire? Eh bien, c'est un journaliste toujours vivant, par bonheur, et très intelligent. Il s'appelle Guilbeault, Jean-Jacques Guilbeault, qui dit « L'Empire de la France était réduit à des confettis. Nous sommes, vous le savez bien, en train de perdre un des plus gros confettis qui s'appelait la Nouvelle-Calédonie. » Alors De Gaulle, qui parlait en effet de la grandeur de la France et qui n'aimait pas sourire sur lui-même, a une fois, au début du tome 2 de ses mémoires de guerre, apporté un sourire sur son propre personnage. Il a dit « Cette romance de la grandeur que je n'ai pas cessé de chanter à mon pays. » Alors c'était une romance. C'est vrai que De Gaulle voulait faire croire aux Français qu'ils étaient encore une très grande nation alors qu'ils ne l'étaient plus. Et que pour faire la preuve d'une grande nation, il fallait être du club nucléaire. Ce que je vais dire maintenant n'engage que moi. Mais autant il est concevable que deux nations d'égale puissance, j'entends les États-Unis et les Russes,
s'arment de moyens nucléaires capables de s'entre-détruire littéralement, enfin de s'entre-tuer, de se faire disparaître mutuellement, autant il est déraisonnable qu'un tout petit territoire, comme la France, ait une puissance nucléaire capable de faire quoi à l'égard de la Russie? De profondes blessures, certes. Mais alors que 3 bombes atomiques font disparaître la France. On pourrait dire que nous avons des sous-marins nucléaires qui sont inattaquables. Bon, à quoi bon des fusées sortiront-elles de la mer de sous-marins français s'il n'y a plus de Français? Ni la Belgique, ni le Danemark, ni la Suisse n'auraient une idée de se faire une arme nucléaire. Parce que autant c'est raisonnable quand on est égal à égal, autant c'est déraisonnable quand on a un territoire comme la France, qui est 44 fois plus petit que l'URSS. Mais il fallait, malgré le coût énorme de l'affaire, ça coûtait les miracles, comme vous savez, il fallait être du club des grandes puissances et l'affirmer par l'obtention d'un petit siège dans le club nucléaire. Et je vais terminer, pardonnez-moi, par une citation de moi-même. C'est très ridicule, mais il me semble que je suis arrivé dans un coin de mon livre à une phrase juste sur De Gaulle et la grandeur, et la voici. Cette grandeur fictive, qu'il fallait attester avec d'autant plus de force qu'elle n'était qu'apparente, faute de pouvoir la rendre à une France retombée à l'état mineur, De Gaulle l'a remplacée par la dignité. Il aurait pu à ce jeu être ridicule, il ne l'était pas. Il drapait sa nostalgie en orgueil, et la noblesse à tous égards de sa vie refoulait l'ironie au profit du respect. De Gaulle jouait à l'Élysée une espèce de comédie pathétique, quelque chose comme une longue représentation d'adieu, bien plutôt même une commémoration posthume, mais qui faisait semblant de ne pas le savoir et que le monde regardait médusé. Il le dédicacera à ceux qui le demanderont.